Seriez-vous capable de changer de voie professionnelle après 8 ans d'études, de sacrifices et avec un doctorat en poche? Eh bien, c'est ce qu'a osé faire notre invité du jour, Emmanuel Soulard, pour se lancer dans l'une de ses passions d'enfance, l'écriture. Elle a d'abord commencé par des romans de fantasy et aujourd'hui, elle enseigne à des entrepreneurs comment devenir la référence de son marché à travers un livre best-seller. Alors, au programme de cet épisode, définir ses valeurs pour un business durable sur mesure, l'amour rend aveugle, comment ouvrir ses yeux pour trouver sa perle rare, pourquoi Emmanuelle a-t-elle lâché son doctorat pour écrire des romans de fiction, comment elle a gagné 18 mois de salaire en 1h30. On verra aussi la compétence indispensable pour vendre ses livres et en vivre, mais aussi comment travailler tout en évitant le burn-out. Et nous conclurons évidemment par le traditionnel portrait chinois de la semaine. Découvrons tout de suite l'interview d'Emmanuel Soulard. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus Je suis Christopher Cerceau, et bienvenue dans 1, 2, 3 Business. En fait, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé et je vais commencer par ça. Alors que la technologie semble être de plus en plus développée pour traiter les gens comme des déchets inutiles, le bien le plus précieux en ce monde reste l'autre et ce que l'on fait pour l'aider. Notre mission, c'est d'aider les gens à comprendre la valeur infinie qui réside en eux, de les aider à la matérialiser et de les aider à la faire rayonner, pour évoluer dans ce processus et aider à leur tour leur prochain. Ça commence parfois par écrire un livre ou lancer un produit. C'est de Emmanuel Soulard. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette mission? Ah oui, là, tu touches directement au cœur de ce qu'on fait, effectivement. Ça part d'un constat qui est que la très grande majorité des gens avec qui j'interagis, des gens que je croise en live, des gens qui nous écrivent, des gens que j'aide et que je coach, la très grande majorité part du constat que beaucoup de gens, quels que soient les efforts qu'ils font, quelle que soit l'énergie qu'ils mettent dans leur travail, dans leur création, dans ce qu'ils font, se retrouvent généralement sur un constat où, bah, pour parler crûment, tout le monde s'en tape, en fait. On parle de la reconnaissance, du fait que, voilà, qu'il y a quand même un vrai problème de reconnaissance dans le travail ou, dans la vie en général, que ce soit par nos proches ou par, les cadres qui sont là dans notre travail quand on est salarié. Mais ça va bien plus loin que ça, en fait. À l'école, on est formaté, on doit rentrer dans un cadre, on doit apprendre des choses standardisées pour ensuite pouvoir prétendre à avoir un poste avec un intitulé de poste et être comme sur des chaises tournantes en fait, être complètement interchangeables les uns des autres. Et moi, je trouve que fondamentalement, on oublie une chose énorme, c'est que la richesse naît de la diversité. La richesse naît de la dimension profondément unique que développe chacune des personnes. Et cette dimension, elle provient à la fois de notre histoire, mais aussi du cœur de la valeur qui réside au fond de nous. Et le constat que je fais depuis des années que je travaille dans ce domaine, c'est que l'extrême majorité des gens n'a aucune idée de la puissance qu'ils ont au fond d'eux, de la valeur qu'ils sont capables d'incarner et de la valeur qu'ils sont capables d'apporter aux autres et au monde. Et c'est mon combat, et c'est ce qu'on fait en aidant les gens à écrire leur histoire, en les aidant à écrire des livres, mais également en les aidant à devenir coach, à faire du marketing en ligne, à créer des business en lien direct avec leurs valeurs. Et là, il y a 3 étapes. Il y a prendre conscience de cette valeur, 2, la matérialiser en ce monde, quelle que soit la façon dont on la matérialise, et 3, la monétiser pour notre bien et pour le bien du reste du monde. Voilà. Effectivement, on a attaqué directement dans le dur là. On attaque sur du lourd, mais c'est le cœur du cœur, donc c'est intéressant de partir sur le cœur du cœur. Ouais, je pensais commencer par des questions soft du style: «Quel est le sens de la vie?» mais là on est bien parti. Oh, Bah, en fait, la question quel est le sens de la vie, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. La vraie question, elle est où est le bonheur dans la vie, c'est le bonheur toi finalement? qui te guide? C'est à la fois alors le bonheur d'un sens général, le bonheur dans ce que je fais et dans ce que je vis, mais aussi le bonheur qu'on arrive à générer chez les gens. Et c'est pour ça que le logo d'Écrire un livre accrocheur, c'est un logo avec des cœurs
Parce que pour moi, sans amour, la vie n'est rien. Et je ne fais les choses que par amour et je ne les fais enfin voilà, c'est pas possible de faire les choses sans amour, c'est pas possible de se lancer dans un truc, de le matérialiser en ce monde quand le seul objectif, c'est de faire de l'argent. L'argent, il en faut, c'est une énergie. Mais s'il n'y a pas l'amour en ce monde, ben, il n'y a rien en fait. Tout est vide et il n'y a pas de réel sens dans ce qu'on fait. Est-ce que tu considères l'amour, comme une énergie également ou comme quelque chose de différent? C'est clairement une énergie, c'est clairement une vibration parce que, on n'a pas prise dessus. Si tu veux, on ne peut pas construire l'amour consciemment en prenant des briques. Il faut le vibrer, il faut le ressentir. Donc il y a clairement une énergie. Maintenant, cette énergie, elle se nourrit aussi beaucoup de notre conscient et de notre inconscient. Dans ce domaine-là, je trouve que la vision de Carl Gustav Jung est extraordinaire. Carl Gustav Jung, il a développé ce qu'il appelle des avatars, les avatars universels. Ce sont des idées de personnification que les gens vont avoir de façon générale, au niveau culturel ou même par-delà toutes les cultures. Par exemple, le mentor est typiquement un avatar, c'est-à-dire une personne qui est plus âgée que nous, qui a parcouru le chemin qu'on veut parcourir et qui peut nous enseigner, nous aider, nous pousser à apprendre de cette vie. Eh bien, Carl Gustav Jung, en fait, il parle d'un avatar, enfin, c'est pas un avatar, c'est une dimension avataresque qui est très intéressante qui s'appelle l'ombre. En chacun de nous, il y a le pendant de ce qu'on est, mais le pendant négatif. Il y a le côté positif et le côté négatif. Il parle d'anima et d'animus, en fait, de côté positif, masculin, de côté féminin, etc. Il y a tout un mélange, en fait. Et c'est quelque part en allant chercher notre dimension opposée, notre alter ego négatif, qu'on arrive à mieux comprendre qui on est réellement. Et faire ce travail-là, c'est fondamental parce que ça nous met au cœur de la relation amoureuse. Je m'explique et je vous donne des exemples parce que là, je pars un peu loin. Quand on rencontre une personne pour la première fois, comment ça se passe? On fait un date, on discute et on échange. Et qu'est-ce qui se passe dans cet échange? J'aimerais dire, on écoute ce que l'autre a à dire. Malheureusement, dans 99% des cas, qu'est-ce qui se passe? On écoute ce que l'autre dit et on va chercher dedans les points de similarité avec nous-mêmes. On va projeter quelque part sur l'autre l'image de la perfection qu'il doit ou qu'elle doit être pour que l'on tombe amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. En fait. Et donc, cette recherche de la perfection va faire qu'on va projeter sur l'autre nos propres désirs et nos propres envies. À aucun moment, on va écouter l'autre pour qui il ou elle est réellement. Et dans le démarrage de la phase amoureuse, et ça c'est vraiment inconscient, c'est nos hormones qui veulent ça, on va occulter tous les points négatifs et mettre en avant tous les points positifs avec une classification automatique. Ce qui fait qu'effectivement, ça ne fait que grader en termes d'intensité émotionnelle. Et on fait oh, je suis folle de lui, c'est génial, on est dans l'amour, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps? Mais tous ces jolis neurotransmetteurs qu'on a produits à fond et qui nous ont complètement tourné la tête, il fait battre le cœur, évidemment. Parce que physiologiquement, il y a des neurotransmetteurs qui accélèrent les battements cardiaques. Et bien, au bout d'un certain temps, ils vont être nettoyés par le cerveau. C'est normal, on ne peut pas rester toujours dans le même état. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'amour dure 3 ans. Et qu'est-ce qui se passe au bout de ces 3 ans? Ben, finalement, on se rend compte que l'image qu'on a projetée sur l'autre n'est pas aussi réelle que l'on a bien voulu avoir, en fait. Et on se rend compte que l'autre, finalement, tous les côtés négatifs qu'on avait consciemment ou inconsciemment occultés au départ commencent à revenir. Et c'est eux qui deviennent finalement la raison de la rupture ou du divorce. Et c'est la seule raison et unique parce que on va se retrouver, les gens vont se retrouver dans un schéma identique. C'est la raison pour laquelle les gens divorcent, puis se remettent avec quelqu'un d'autre, refont exactement la même structure de relation, puis divorcent à nouveau, etc., 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 etc. Alors qu'en fait, la seule façon de faire, c'est d'aller chercher au fond de soi nos propres manques, nos propres douleurs, notre propre ombre, d'aller l'affronter et de lui apporter ce que dit Jung, la lumière, en fait, de la mener à notre conscience. Et une fois qu'on a conscience de nos propres travers, de nos propres manques et de nos propres besoins, on n'a pas besoin de l'autre pour venir combler ces besoins-là. On apprend à les combler nous-mêmes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est? En fait, on est une personne qui est équilibrée et saine, et on n'a pas besoin de l'autre pour vivre à deux. Par contre, on peut tout à fait ouvrir son cœur et accueillir l'autre pour qui il ou elle est réellement. C'est-à-dire pas pour ce dont on a besoin, mais pour la personne qu'il ou elle est. Et on peut l'aimer pour qui il est ou elle est réellement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut construire une véritable relation amoureuse basée sur l'accueil et le don, sans contrepartie,
sans attente, sans valorisation. Et il y a tellement de divorces qui se terminent par ah, mais ça, il me le doit, ou ça, je l'ai bien mérité. Non, on ne mérite rien dans la relation et dans ce qu'on donne aux autres. On donne, point. Et le simple fait de donner, de s'offrir ou d'accueillir l'autre doit être une rémunération suffisante, entre guillemets. Ça me fait penser à Darren Hardy qui était intervenu en université et qui avait pris le tableau, qui avait dit: «À votre avis, quelle est votre part responsabilité dans une relation?» Il y en avait plein qui avaient levé la main, 25, 50, et non, il avait marqué 100 au tableau. Vous devez vouloir vous impliquer à 100 en espérant 0 en retour pour que ça fonctionne. C'est exactement ça. Ouais, je trouve ça super intéressant ce que tu as dit. Et trop souvent dans les relations, et je parle de toutes les relations, là c'est très important, hein, parce que là j'ai illustré avec une relation amoureuse, mais ça fonctionne dans toutes les relations. Vos amis ne vous doivent rien. Vos amis, votre famille ne vous doit rien. Votre partenaire business, Christopher me il ne doit un vous resto doit quand rien. même, je crois. Mais quelque part, c'est pas parce qu'on donne qu'on doit recevoir. Ce que l'on reçoit en donnant, bah, c'est la congratulation qu'on se donne nous-mêmes, c'est le bonheur qu'on s'offre nous-mêmes dans le don désintéressé. Donc si je comprends bien, les gens se font un mirage de ce qu'on est réellement et au fur et à mesure que le temps passe, bah, ce mirage se dissout. Donc tu nous as donné des clés pour que nous, on puisse éviter d'avoir le mirage face aux autres, mais comment faire pour que ces personnes-là ne se fassent pas un mirage de nous et qu'elles soient déçues et que dès les premières minutes, elles aient la vraie version de nous-mêmes? Ça, tu pourras jamais l'empêcher parce que tu peux pas être dans la tête des gens et dans leur émotionnel. Par contre, ce que tu peux faire, c'est les aider à prendre conscience. Pour ça, il faut être un bon psychologue, c'est-à-dire que dans ce que la personne va dire, dans son comportement, dans ses attentes, surtout si tu vis avec elle au quotidien, tu vas te rendre compte que tu vas y avoir des petites phrases ou des petits mots qui vont sortir en disant, voilà, ça tu me le dois, mais tu vois, j'avais fait ça pour toi, qu'est-ce que tu fais toi? Ce genre de choses en fait. Et là, mis à part simplement dire les choses et attendre que la vraie information, la vérité que tu délivres à ce moment-là fasse son bonhomme de chemin jusqu'à l'esprit conscient et inconscient de la personne, tu as rien d'autre à faire. Et il y a des gens qui sont fondamentalement enquistés pratiquement dans ce mode de comportement et qu'on n'arrivera pas en fait à sortir parce que ça doit partir d'eux. Tu peux pas construire le bonheur d'une personne à travers elle. Tu peux pas construire le bonheur d'une personne à travers les obligations, à travers les contraintes qu'elle est en train d'elle-même mettre en place. Et ces contraintes, elle en aura toujours. Et c'est pour ça que quelque part, il y a le chemin du héros qui est là pour nous apprendre à faire sauter nos contraintes. Les rites initiatiques et le chemin du héros, c'est la méthode sur laquelle nous on base beaucoup l'écriture de romans. C'est quoi? C'est tout simplement, en fait, la transformation émotionnelle profonde qui va faire qu'une personne, elle va partir d'un état A dans lequel, où finalement, elle correspond à des critères qui ne sont pas les siens en termes de réussite. Elle vit une vie qu'elle n'a pas choisie ou qu'elle a choisie en fonction de critères qui ne sont pas les siens. Et elle s'est conformée à beaucoup de choses qui sont contraires à sa nature profonde. Et elle va aller, suite à la fin du chemin du héros, à justement comprendre sa propre valeur et à arriver à l'incarner au monde pour son bénéfice, mais aussi pour le bénéfice des autres. C'est ça finalement le rite initiatique. Le rite initiatique, c'est tu prends un enfant, tu le mets dans une situation extrêmement inconfortable, extrêmement douloureuse, dans lequel il va devoir révéler l'homme ou la femme qu'il est en réalité, en fait. Et les rites initiatiques, en général, concernaient les enfants, particulièrement au Moyen-Âge, parce qu'on avait une espérance de vie de 40 ans. Donc, on faisait notre rite initiatique entre 7 et 12 ans, et puis on devenait un homme, une femme, et on commençait à se Ah, tu reproduire, compris, ouais. etc., etc. À l'heure actuelle, on a la vie qui a presque doublé ou triplé en termes de temps. Donc, en fait, des rites initiatiques, on en a tout le temps. Et ce que j'ai appris, moi, ça fait plusieurs années que j'accompagne beaucoup de gens à raconter leur propre histoire, c'est assez fascinant de se rendre compte à quel point l'univers nous ressort toujours les mêmes plats. Il y a des gens qui me racontent des histoires où systématiquement, c'est toujours la même problématique qui revient et c'est toujours le même problème qui les bloque et ils sont incapables de passer par-dessus pendant 20, 30, 40 ans. Pourquoi? Parce que personne ne leur a jamais enseigné justement ce chemin-là, ce genre d'initiatique, et parce que vivre un rite initiatique, ça veut dire accepter une transformation ordalique. La transformation ordalique, l'ordalie, c'était ce que faisaient les inquisiteurs pour purifier les sorcières, c'est-à-dire qu'il est brûlé en fait. La transformation ordalique, on est obligé de mourir d'une certaine façon, c'est-à-dire de détruire toute la construction mentale qu'on a eue en étant enfant pour réellement révéler l'adulte qui est en nous et révéler la valeur que nous sommes là, enfin que nous sommes sur Terre pour porter et pour incarner. Et ça, clairement, c'est un processus qui est très douloureux, qui est très compliqué et qui demande aux gens d'avoir, enfin voilà, ça demande énormément de courage d'aller regarder les choses dans leur réalité.
Donc non, tu ne peux pas faire, même si toi, tu fais ton possible pour arriver à accueillir l'autre dans sa plénitude et sa totalité, y compris les côtés négatifs, et à t'offrir dans ta plénitude et ta totalité. Si en face, tu n'as pas une personne qui est dans cet état d'esprit-là et qui a au moins la même volonté que toi, bah, tu ne feras que subvenir aux besoins d'une personne qui est égocentrée et avec ses problématiques à elle. Voilà. Donc je suis désolée de déprimer dès le démarrage. Tous mes rêves sont cassés. Ça, c'est affreux. On parlait de Jung à l'instant, tu connais ton archétype de Jung, tu as une idée? Si tu es plutôt, sage, magicienne, Ah, j'en utilise tellement et voilà. c'est Et en termes d'archétype de personnalité, j'ai beaucoup plus bossé sur l'énéagramme en fait. ah OK. Et même dans l'énéagramme, j'avoue que je serais incapable de te sortir vraiment l'archétype qui me correspond le plus. Déjà parce qu'on n'est jamais un seul archétype, on est toujours une Mmh. multitude d'archétypes. Et l'énéagramme est intéressant pour ça parce qu'effectivement, il crée des archétypes, mais il crée aussi des flèches, il crée aussi des ailes, il crée beaucoup de choses. Ce qu'on fait quand on monte, ce qu'on fait quand on descend en fait, les intégrations, les désintégrations. Mmh. Donc non, je ne saurais pas te dire un archétype ou un trait de personnalité dominant. Puis Voilà. tu aimerais pas peut-être te ranger dans une case d'un archétype, quoi. Si tu fais le MBTI, tu seras peut-être pas satisfaite quand on te range dans une des 16 personnalités. Ouais, il y a ça aussi en fait. Je trouve qu'on est toujours en évolution perpétuelle. Moi, je le Ouais. vois énormément avec les gens qu'on accompagne et avec, enfin voilà, tout mon entourage et tout ça. On est toujours en perpétuelle évolution, on est toujours en perpétuel changement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah ouais, là, c'est compliqué avec mon entourage depuis que je travaille avec toi» et cetera, et c'est normal. Notre cerveau, il raisonne en fonction de cases et d'étiquettes. On a besoin de ça, quoi. On a besoin de rayons de bibliothèque dans lesquels on va ranger chacune des informations et sur lesquelles on va mettre une jolie étiquette, pour être bien sûr de bien comprendre les choses et surtout d'être très rassuré par ces cadres-là. Donc de toute façon, quel que soit le comportement que vous faites ou quelles que soient les choses que vous fassiez dans votre vie, les gens vont vous coller une étiquette dessus. Vos parents vous mettront l'étiquette enfant, vos collègues vous mettront l'étiquette collègue, votre mari ou votre femme mettra l'étiquette conjoint, et cetera, et cetera. Il y aura des étiquettes qu'on a dessus. Quand on se modifie, quand on se transforme, on fait sauter les étiquettes. Et ce qui se passe en général, c'est que ça met extrêmement les autres dans l'inconfort. Et on a souvent des réactions très, très viscérales, très, inconscientes, très archétypales, de personnes qui disent: «Ouais, mais c'est pas toi ça. Ouais, mais depuis quand tu fais ça? Tu as pas légitimité pour faire ça. Ouais, bah, ça va pas, c'est pas ton truc ça, on le sait». Enfin voilà, ils ont besoin de vous faire re-rentrer dans les étiquettes. Et Tout quelque à fait. part, quand on est en transformation, qu'on essaye de lancer un produit, qu'on essaye de se changer soi, ça demande beaucoup de courage et ça suscite énormément de peur en soi parce qu'on a notre propre étiquette sur notre propre personne. Donc si quelque part, quand on commence à extérioriser un petit peu ce qu'on fait avec un petit peu d'espoir et beaucoup de peur, et qu'en face, on a une réaction de «Ouais, mais c'est pas toi», généralement, c'est extrêmement douloureux à vivre. Pour ça, je le dis souvent aux gens avec lesquels on travaille, j'ai dit: «C'est les étiquettes des autres, c'est les jugements des autres, c'est pas qui vous êtes, c'est pas ce que vous faites». Et il faut juste les accompagner pour qu'ils fassent le chemin aussi en même temps que vous, en fait, si Mmh. vous voulez les accompagner. Ou simplement ne pas dire aussi. Finalement, construisez-vous, ayez vos premiers résultats, construisez votre confiance en vous à ce moment-là, et à ce moment-là, vous pouvez rayonner. Il y a d'ailleurs dans le chemin du héros, il y a une étape qui s'appelle l'épiphanie, qui se situe vraiment tout à la fin, au moment où le héros revient dans son monde initial. C'est vraiment très révélateur, hein. Le héros part Il du revient monde avec initial, l'élixir et voilà, l'épiphanie. il part du monde initial où il n'est pas du tout adapté, il va dans un nouveau monde, là, il vit sa transformation ordalique, il récupère une récompense, il revient dans son monde initial, là, il y a eu une épiphanie, c'est-à-dire il est reconnu en tant que héros. Tiens, c'est vrai, tu as transformé, tu as changé, etc. Et c'est là où justement l'avatar, l'antagoniste arrive, attaque, menace le monde initial. Et c'est là où le héros peut incarner toute sa dimension sacrificielle, c'est-à-dire où il peut devenir divin et apporter le Graal aux autres, sauver le monde et apporter le Graal aux autres. C'est un peu mégalomaniaque le chemin du héros, mais j'aime bien moi. Moi, j'aime bien parce que ça donne la vraie histoire, en fait. Par exemple, Complètement. Cars, c'est pas juste une histoire de gagner la Piston Cup et une course de voiture, c'est une histoire sur l'amitié. Jurassic Park, c'est pas juste une histoire de dinosaures, c'est une histoire de quelqu'un qui apprend à aimer les enfants. C'est ce chemin en filigrane qui est intéressant, je trouve. Cars, c'est vraiment intéressant parce que tu le vois à la fin, où c'était le rookie qui devait gagner toutes les courses. Et bien à la fin, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser la voiture accidentée et ne pas gagner, c'est-à-dire dégrader toute sa réussite, sa victoire et offrir la victoire à l'autre. Quelque part, c'était ce qu'il valorisait le plus au Mmh. début et on voit la transformation de la valorisation. Ouais, on voit le changement Jurassic d'identité, ouais. Park est un petit peu plus particulier par rapport à ça parce que, un, il n'y a pas un seul héros, c'est pas le chemin du héros conventionnel. Et deux, Michael Crichton, quand il a écrit, il a conçu comme une thèse, une démonstration
en fait, de la théorie du chaos, qui était une théorie mathématique qui venait d'émerger au moment où il a écrit Jurassic Park. Michael Crichton est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il a effectivement cette dimension très, il avait malheureusement cette dimension très scientifique et il utilisait pratiquement chacun de ses livres pour illustrer une thématique, en tout cas une prise de position scientifique par rapport à des gros problèmes de société. Et c'est très intéressant de voir que Jurassic Park, en fait, est une illustration de la théorie du chaos. Et si on lit le livre, et je ne parle pas du film, là je dis clairement du livre qui est beaucoup plus fouillis, travaillé que le livre, que le premier film dont il est issu, mais en fait, on se rend compte qu'il construit la théorie du chaos les unes après les autres. Il offre même des pistes aux lecteurs pour arriver à détecter en quoi les scientifiques qui ont construit le système complexe qui est l'île se sont plantés dans leur raisonnement mathématique. C'est très intéressant à lire, rien que pour ça, en fait. Il y a vraiment des gros points, des gros écueils qu'ils n'ont pas vus, qu'ils n'ont pas conçus, et des grosses erreurs. Ils le montrent, et il y a d'ailleurs des courbes mathématiques dans l'intérieur du livre. C'est vraiment intéressant à lire. Voilà. Ok, bon à savoir. Euh, non, je vais changer totalement de sujet, si t'es ok, Christopher, parce que je sais qu'on pourrait aller loin là-dessus. Oh oui. Euh, Comment est-ce qu'on passe d'un doctorat en thérapie génique à écrire des romans fantasy? Waouh. C'est très intéressant. D'abord, ça passe par l'amour. Parce que si j'ai abandonné la recherche scientifique, c'est parce que je voulais me rapprocher de celui qui est devenu maintenant mon mari et le père de mes enfants. Donc, il y avait déjà cette dimension de l'amour. Je ne savais pas trop pourquoi, c'était pas très clair dans ma tête, mais je savais que de toute façon, ça devait passer par l'amour avant toute chose. Et le doctorat, le post-doctorat que j'avais fait à l'Institute of Cancer Research, à l'Institute of Cancer Research de Londres, était particulièrement intéressant. Mais je voyais que professionnellement parlant, il ne m'amenait pas forcément au niveau de réussite que je voulais. Et que personnellement parlant, il commençait à beaucoup impacter ma vie personnelle et d'impacter dans une dimension que je ne voulais pas. Donc, je suis revenue en France. J'ai passé un billet en me disant c'est super, j'ai un bac plus 8 en sciences, un bac plus 5 en gestion des entreprises, ça va être génial, toutes les portes vont m'être ouvertes, je vais éclater. Et j'ai fini manutentionnaire dans la grande Voilà. distribution. J'ai fait beaucoup de plateaux d'appel. J'ai fait palefrenier aussi, c'est bien ça. Alors, ramasser du crottin toute la journée pour 3 € de l'heure, c'est sympa. Quand on aime les chevaux surtout. Donc voilà, en fait, il y a eu beaucoup de, comment dire, beaucoup de travail un petit peu compliqué, effectivement, pour trouver du boulot dans ma branche. Et clairement, je voyais que les portes m'étaient fermées pour plusieurs raisons. Parce que j'avais une thèse qui était sur un sujet extrêmement transversal entre la biochimie, la biologie moléculaire, la biophysique. Donc en fait, j'étais un petit peu généraliste, là où on attend plutôt des chercheurs qui sont hyper pointus, hyper performants sur un seul sujet. Et puis, il y avait effectivement la dimension qui était difficile de rentrer là où il y a très peu de postes. Il y avait 3000 docteurs en sciences promus chaque année, l'année où j'ai fait ma thèse, à peine 150 postes disponibles. Donc, il y avait énormément de docteurs en sciences qui finissaient au rebut et on voit encore énormément de docteurs en sciences en France qui sont au RSA ou qui sont en errance ou avec des problématiques de valorisation de ce diplôme. C'est d'ailleurs un gros sujet de société, hein, parce qu'il faut savoir qu'un docteur en sciences, ça coûte au gouvernement français pratiquement 1 million d'euros à former. Et il faut savoir que 99% de ces personnes-là, soit travaillent à l'étranger, soit dans des entreprises étrangères, soit sont obligées de se reconvertir. Donc, coûter encore plus à l'État parce que des périodes de chômage, du RSA, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet de société, l'état de notre système d'éducation et puis la taille de notre système d'éducation par rapport à notre capacité à reconnaître les diplômes qui sont faits en France et à reconnaître la qualité des gens, en fait. C'est Donc incroyable ça, on cette stat. pourra. C'est fou, hein, c'est assez impressionnant. Moi, ça a été compliqué parce que du coup, j'ai mis 10 ans de ma vie à la poubelle. J'ai retiré mon doctorat de mon CV parce qu'il m'empêchait de trouver du Ouais. boulot. Voilà. Donc, j'ai un petit peu surfé sur le fait que j'avais un master 2 en gestion des entreprises et c'est ça qui a pu m'ouvrir les portes dans lesquelles j'ai pu commencer à travailler, etc. Et en fait, j'étais un peu en lutte, j'étais même clairement en lutte parce que j'avais écouté mes parents. Là encore, on est encore sur le chemin du héros, c'est extraordinaire. Quand j'étais gamine, j'écrivais des bouquins. Quand j'avais 10 ans, 15 ans, j'avais des manuscrits écrits au petit crayon à papier chez moi parce que je suis un dinosaure, je suis un vampire, je vis éternellement, il faut le savoir. Donc, ça date du 18e siècle, cette histoire. Et donc, les ordinateurs n'existaient pas, en tout cas pas dans mon monde. Et donc, j'écrivais à la bougie au crayon à papier sur des parchemins, à la plume d'oie. Non, plus sérieusement, effectivement, je n'avais pas d'ordinateur. J'écrivais de façon manuscrite et j'écris des manuscrits, jusqu'au jour où mes parents se sont rendus compte que je faisais ça.
et où il y a cette petite phrase qui est tombée. C'est incroyable comme une petite phrase peut complètement conditionner l'avenir d'une personne. Et cette petite phrase est tombée, c'est: «Ah, tu écris des livres, ma chérie, c'est bien. Par contre, travaille bien à l'école, obtiens des beaux diplômes, comme ça tu gagneras bien ta vie, tu trouveras un mari, tu feras des enfants et tu seras heureuse». Quelque part, cette phrase-là m'a conditionnée pendant des décennies. Cette phrase-là avait scellé mon destin. Pour moi, pour être quelqu'un de bien, il fallait que je convienne à ça. Donc j'ai arrêté d'écrire. J'écrivais plus de manuscrits, j'écrivais pour moi, j'avais toujours un journal intime, mais je n'écrivais plus de manuscrits. Et donc, il fallait que je travaille bien à l'école, ce que j'ai fait. Il fallait que j'obtienne des gros diplômes. J'ai obtenu les plus hauts diplômes qu'on peut délivrer en France, donc je ne pouvais pas faire mieux. J'ai beaucoup travaillé, je me suis impliquée à 200. Les jobs que je décrochais après mon doctorat, je bossais en moyenne 60 heures par semaine. Et je n'ai jamais bien gagné ma vie en France en tant que salariée. Le dernier poste que j'ai eu, c'était attachée de recherche clinique à l'hôpital. Je me suis investie, je bossais 60 à 80 heures par semaine. Je bossais plus que les médecins du service de réanimation dans lequel je travaillais. J'arrivais à 6 heures du matin, je partais à 20 heures le soir. Il y avait tous les dossiers qui étaient impeccables, le boulot était nickel. Et quand j'ai demandé à progresser au directeur de la recherche biomédicale, il m'a clairement dit: «Ah, ben, il vous faudrait un doctorat de pharmacie pour ça. Donc, non, vous allez rester attaché de recherche clinique et je vais suivre votre carrière avec attention». Et là, il y a quelque chose qui s'est brisé dans ma tête, en fait. Il y avait vraiment un truc qui s'est brisé. Il y a quelque chose qui m'a dit: «Mais on t'a donné ça il y a 30 ans ou 40 ans et ça fait 40 ans que tu suis ces préceptes-là et ça fait 40 ans que tu te prends des portes dans la tête et que tu n'avances pas». Et à l'époque, je touchais 1 286 € net par mois. Donc, 60 heures. ouais, mais parce que je faisais des heures sup, parce que je m'impliquais, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait bien travailler là où on travaillait. Donc résultat, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ben, là déjà, j'ai lâché prise. J'ai plus fait que 37h30 par semaine puisque c'est ce qu'on me demandait. Et le reste du temps, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis posé une question toute simple. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime écrire. Bon, eh ben, on va commencer à écrire. Et donc, j'ai repris ces anciens manuscrits. J'ai pris des cours aussi, hein. J'ai pris énormément de cours sur l'écriture de romans et j'ai fait une simili-thèse, on va dire, personnelle supplémentaire. Je suis allée chercher toutes les données scientifiques que j'ai pu trouver sur le pouvoir des histoires, comment on écrit une histoire, comment on capte l'attention des gens, comment on suscite de l'émotion, etc. J'ai écrit mon premier roman en 4 mois. Je l'ai envoyé à une maison d'édition. 48 heures plus tard, j'avais un contrat d'édition pour 3 bouquins que j'ai écrits dans la foulée. Et puis surtout, en fait, à partir de ce moment-là, mon éditrice, qui est quelqu'un que j'adore et que je remercie d'ailleurs pour cette phrase-là qu'elle a eue à ce moment-là, m'a dit: «Il faut que tu apprennes le marketing en ligne parce que c'est comme ça que les auteurs vendent de nos jours». Mais je lui ai dit: «Non, mais moi je ne vends pas, je ne suis pas une vendeuse. J'ai fait de la vente en boulangerie, je sais ce que c'est, j'accueille les clients, je donne le pain, je récupère la monnaie, je gère ma caisse, je nettoie le magasin, mais je ne suis pas une vendeuse, tu sais». Et elle m'a dit: «Si, si, il faut que tu apprennes à vendre». Et là, j'ai compris qu'effectivement, ça faisait des années que je ne vendais pas. Je ne valorisais pas ce que j'étais, je ne valorisais pas ce que je savais. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au marketing en ligne. C'est là où j'ai rencontré mes mentors, c'est là où j'ai commencé à travailler avec eux. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai compris que finalement, ce que je travaillais depuis des années sur comment on suscite une émotion à distance, comment on fait pour que la personne elle ait envie d'aller plus loin avec nous. À l'époque, je le faisais juste pour qu'ils tournent une page supplémentaire de mes livres ou qu'ils achètent le livre suivant. Mais finalement, j'ai rajouté un truc, j'ai changé, tourné la page par mettre son numéro de carte bleue. Et ben, ça a changé ma vie. Le premier lancement que j'ai fait 30 000 € en 1 heure et demie. Ensuite, j'ai commencé à travailler en partenariat. 6 mois plus tard, sur le même produit, on faisait 450 000 € de vente en 3 semaines. Et puis, ça m'a amené 1 an ou 2 ans plus tard à lancer un des plus gros produits qu'on ait lancé sur la sphère francophone de l'infopreneuriat, où on a fait 2,8 millions en 3 semaines, quoi. Donc, de suite, à ce moment-là, ça a complètement changé ma perspective. Et puis, voilà, comment de fil en aiguille, en fait, on arrive à finalement, comment dire, s'épanouir d'une certaine façon. J'ai bien sûr abandonné le poste d'attaché de recherche clinique en leur disant salut, au revoir et prenez bien soin de vous. Et puis surtout, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je me suis rendu compte qu'on peut aider énormément de gens à distance quand on a quelque chose à offrir, quand on a la volonté de le faire et quand on apprend comment le faire. En fait, il faut avoir les trois. Avoir quelque chose, mais à mon avis, tout le monde a quelque chose en soi, ça c'est clair. Avoir la volonté de le faire, parce qu'il y en a qui veulent obtenir sans donner, et ça c'est très compliqué. Et puis surtout, il faut apprendre à le faire. Il y a un vrai process, il y a des vraies techniques à apprendre, et ces techniques en plus se complexifient de plus en plus avec de plus en plus d'outils, de plus en plus de choses à apprendre et à maîtriser. Et des choses qui changent en plus en permanence. Comment tu t'es senti quand justement tu es passé de 1 280 €
en 60 heures par semaine avec toutes les heures sup non payées, à d'un seul coup, en 90 minutes, récolter 30 000 € sur quelque chose en plus qui te passionne. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Déjà, il y a eu plusieurs choses qui étaient vraiment intéressantes. La première chose, j'ai fait mon premier webinaire et d'ailleurs, je crois qu'il est d'ailleurs encore en ligne, il faudrait que je vérifie, mais je savais pas, je gérais pas. J'ai commencé par un gros, énorme gros mot, un truc de pas croyable. Donc j'étais clairement en dehors de ma zone de confort et c'était un test. Moi, j'avais toujours voulu être prof, ça c'est clair, et plutôt maître de conf, on va dire. Et là, c'était quelque part une certaine réalisation parce que je sentais quelque part, moi, je fit là-dedans. Je enseignais les gens, partager mon savoir, les voir grandir, ça c'est quelque chose qui me passionne complètement. La première vente s'est déclenchée à la fin du webinaire. Et déjà, j'arrivais pas à y croire. Voilà, j'en ai eu 3-4 pendant le webinaire, donc ça c'était C'était un extraordinaire. produit à combien à l'époque? 747 €. 747, OK. Voilà, et j'offrais mon coaching gratuitement avec. Voilà. Bon, maintenant, c'est il est à cette étape où j'offre mon coaching gratuitement. Et en fait, bon, j'ai terminé mon truc, j'étais toute tremblante, toute surexcitée, trop contente. Voilà, c'est comme tous les premiers webinaires. Je termine mon webinaire, je vais me coucher. Le lendemain, je me reconnecte et là, je vois, je sais pas, il y avait peut-être une trentaine de ventes qui étaient arrivées. Il y avait 1000 personnes sur le webinaire. Il y avait quand même beaucoup converti. Ils Mmh. convertissaient très, très bien. Ah ouais! Et non, non, j'ai toujours eu des stades de conversion extraordinaires, en fait. Et quand j'ai vu ça, déjà, je n'arrivais pas à y croire. Et quand j'ai finalisé l'opération et que j'ai vu que j'avais gagné 30 000 €, à l'époque, je touchais très précisément 18 300 € par an. Et là, en 1 Un heure an et et demi demie, de j'avais fait pratiquement le double, quoi. Et je me dis: «Mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Vraiment, je ne comprenais pas. Ça a généré, de la culpabilité, parce qu'il y avait des ventes pour lesquelles je n'avais pas l'impression d'avoir fait la vente. Je n'avais pas été en face à face avec la personne et je me disais: «Mais comment ça se fait qu'ils achètent? J'étais pas là». Voilà, ça, c'était vraiment le côté, je comprends pas et je gagner de l'argent en dormant. culpabilisais. Mais voilà, je culpabilisais complètement de ça parce que je me disais: «C'est pas possible». Donc là, il y a eu vraiment un vrai choc de mon côté. Il y a eu effectivement cette quantité de produits. Je me suis dit: «Mais tu te rends compte si tu fais ça une fois par mois, tu vas gagner mais 100 fois ce que tu gagnes en étant, voilà». Et donc il y a eu après le deuxième inconfort personnel: «Mon Dieu, il faut que je crée une entreprise». Au secours! J'étais terrifiée. Pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui perd sa maison, qui met la clé sous la porte, c'est quelqu'un qui prend des risques pas possibles, c'est des voilà. Et donc j'étais terrifiée à l'idée de créer mon entreprise. Et donc au final, ça a été un vrai, une vraie transformation. Et voilà. Et par contre, effectivement, ça demande d'apprendre ce qu'est être entrepreneur, ça demande d'apprendre ce qu'est, créer une entreprise, et cetera. Alors j'avais un master 2, j'ai toujours un master 2 en gestion des entreprises, donc j'avais quand même une petite couche, de droit des affaires, une petite couche de DRH, une petite couche de voilà. Mais après on apprend sur le terrain, quoi, c'est normal. Et c'est dur ça pour la plupart des auteurs qui sont, créatifs de ensuite enfiler la casquette du vendeur. C'est là où beaucoup se plantent d'ailleurs. Parce Ouais, qu'écrire le bouquin, c'est juste 50 du chemin. en particulier en France, on a un vrai Mmh. problème avec l'argent, on a un vrai problème avec le fait de gagner de l'argent. Moi, j'impute ça au fait de la Révolution française, en fait. On a tué les nantis, on a décapité notre roi, pour nous, en fait, ça veut dire que, on n'a pas le droit de gagner de l'argent en France, quelque part. Alors, il y en a qui gagnent beaucoup Pour d'argent en survivre. France, ça c'est clair, mais ils se cachent bien. Et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent et on le sait pas. Mmh. Ça, je veux pas dénoncer, mais effectivement, je pense qu'il y a un système qui profite à beaucoup de monde, en secret, à mon avis, clairement. Parce que quand je vois le volume d'argent qui est généré en France et les problématiques de pauvreté en France derrière, je c'est franchement impossible. Je veux dire, on est tellement taxé, on est tellement imposé directement, indirectement, et cetera. On est les champions du monde de la taxation quand même. C'est quelque chose d'effrayant, quoi. Et derrière, on a une vie, on a un système qui est injuste et c'est pas normal. C'est-à-dire, moi, je veux bien être extrêmement taxé, mais si après tout le monde est heureux, quoi, quelque part, hein. Et être très bien taxé, énormément taxé et se retrouver avec, beh, des problèmes de frein économiques que ça impose parce que une entreprise qui a des coûts de production. En France, on est le seul pays au monde où, quand on crée une entreprise de production, on va payer avant de produire quoi que ce soit, avant de vendre quoi que ce soit. La majorité des pays,
sont suffisamment libérales sur ce sujet-là en disant, bon, ben, tu as acheté des machines de production, tu as un site de production, ben, on va te laisser rentrer de l'argent, on va te taper dedans, quoi. En France, non, non, tu crées une entreprise de distribution, tu crées une entreprise de manufacturation, enfin de création manuelle de choses. Tu vas payer avant même d'avoir tes salariés, avant même d'avoir tes stocks, avant même d'avoir tes clients, avant même de sortir quoi que ce soit de ta chaîne de production. C'est pas normal. Mais ça, c'est la structure financière et fiscale de la France, où il y a une fiscalité nationale, puis il y a des fiscalités régionales, avec des gâteaux qui sont attaqués de tous les côtés et qui font que ben voilà, c'est très compliqué derrière d'avoir une rentabilité. Et encore, ils ont encore baissé un petit peu le taux d'imposition des entreprises. On était le seul pays qui imposait ses entreprises à 33%. Vous imaginez, un tiers de la valeur de l'entreprise. C'est un truc de dingue. Mais bon, voilà, c'est notre pays, c'est notre fiscalité. Après, effectivement, on est le pays où l'éducation est la moins chère du monde. Elle est aussi parmi les moins performantes au monde. Bon, je veux dire, il y a des problèmes, à mon avis, comment dire, d'efficacité. Voilà. On se vante d'avoir l'ENS et l'exception française et les grandes écoles, alors que sur le plan international, c'est pas non plus brillant, brillant, quoi. On est bien d'accord. On Ça, on est s'excuse bien comme d'accord. on Et peut, c'est quoi. triste, hein, quelque part, c'est triste. Mais voilà. Et ce qui est le plus triste, en fait, je trouve, dans tout ça, c'est pas qu'on ait ce constat, parce que ce constat-là, il est général, hein, sur le fait qu'il y a des problématiques en France. Ce qui est le plus triste, c'est que quoi qu'on fasse, de toute façon, rien ne change. Et notre structure, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où ça sort, mais il y a des choses en place qui font que, quels que soient les gouvernements qui passent, quelles que soient les idées que l'on met en avant, il y aura toujours cet immobilisme énorme qui fait que rien ne bouge réellement en France. Et c'est triste. En 2013, j'ai fait un double constat. En 2013, j'ai quitté Sciences Po pour me lancer dans l'entrepreneuriat et publier mon premier roman. Ah, ok. Donc, j'ai constaté que c'est pas parce que tu étais dans une grande école que tu étais forcément épanoui. Je me suis cassé. Et le deuxième constat, c'est que j'étais content de publier mon premier roman à 19 ou 20 ans. Par contre, j'étais pas content de voir le volume de vente. Donc, le constat que j'ai eu, c'est est-ce que c'est vraiment possible de vivre de sa plume en France? Et du coup, j'ai envie de te poser la question et j'anticipe les questions de l'audience. Je parle vraiment de vivre de ses romans parce que vendre des formations où on enseigne comment gagner de l'argent en montant un business ou en vendant ses romans, c'est une dérivée, c'est un business model. Mais est-ce que c'est possible d'être réellement auteur à temps plein? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est tout à fait possible. Alors, il y a des conditions pour ça, par contre. Un, ça passe quasiment jamais par une maison d'édition. Pourquoi? Parce que le niveau moyen de rémunération d'un auteur dans une maison d'édition, c'est en moyenne 8%? 8,5% de droits. Voilà. 92-93% de la valeur ajoutée que vous allez créer dans votre livre va revenir aux acteurs de la chaîne du livre. Et Donc si je comprends là-dedans, bien, un livre à 20 €, l'auteur va toucher 1,60 €, c'est ça? à peu près. D'accord. En passant par Voilà. une maison d'édition, donc. En OK. passant par une maison d'édition. Oui, à peu près. En moyenne, l'auteur touche 1 à 2 euros de vente par vente. Bah, tu as Voilà, les pas plus. libraires, tu as la livraison, tu as la Tu as maison la maison d'édition. d'édition, tu as la transformation du manuscrit en livre, donc tout ce qui est édition. Voilà. Tu as la distribution du manuscrit. Tu as la mise en ligne. Tu as les opérations de promotion. Tu as le libraire. Tu as, etc., etc. Donc, effectivement, il y a une chaîne du livre qui est ce qu'elle est, qui fait intervenir beaucoup d'acteurs et qui fait que finalement, la rentabilité n'est plus là, ou quasiment plus là. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui vivent très mal, très chichement, qui ont beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. Ils font pourtant un travail d'un point de vue purement éditorial correct, mais ils n'ont pas vécu avec leur temps et ils sont sur des business models qui, à l'heure actuelle, surtout en France, sont de moins en moins rentables. Tout ce qu'on disait avant, hein, sur les impôts de production, ce genre de trucs, la masse salariale, les coûts salariés, enfin voilà, tout, ça fait un volume de charges qui est gigantesque et toute la valeur ajoutée se dissipe dans ces volumes-là. Voilà. Du coup, la première étape, c'est s'auto-publier. La première étape, c'est s'auto-publier, mais ce n'est pas que la première étape. Il y a ça, effectivement. Ça veut dire s'auto-publier, ça veut dire, un, écrire d'excellents bouquins. Quelque part, si vous voulez durer dans le temps, il faut que vos histoires elles soient très bonnes et elles créent suffisamment d'émotions chez votre lectorat. Deux, il faut faire correctement le travail d'édition. Il y a beaucoup d'auteurs auto-édités qui ne font pas ce travail-là. C'est-à-dire, il faut vérifier le manuscrit, il faut le corriger, enlever les fautes, il faut l'éditer correctement, le configurer, etc. Ça, c'est du boulot. Pas beaucoup, hein, sur chaque manuscrit, il y a peut-être, allez, voilà, si j'inclus les corrections et tout ça, il y a peut-être 15 à 20 heures de travail par livre. Après, le livre, il sera ce qu'il est et il sera pérenne, mais il y a quand même 7 heures de travail, 16 heures de travail supplémentaires. Il faut ensuite le distribuer.
C'est-à-dire qu'il faut décider sur quelle plateforme vous les mettez. Il faut que vous trouviez et que vous sachiez si vous voulez faire du livre papier, du livre numérique. Si vous faites du livre papier, il faut aller chercher les distributeurs. À l'heure actuelle, vous avez tout à fait la possibilité, en tant qu'auteur auto-édité, d'aller mettre vos livres dans les librairies. C'est tout à fait possible. Ça ne sera pas en tête de gondole, parce que les têtes de gondole, ils se battent comme des chiens pour les avoir. Il y a beaucoup de gros chèques qui sont signés tous les ans aux libraires pour être en tête de gondole, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas accès à ça. En termes de distribution, ce qu'on sait peu, c'est que le plus gros distributeur de livres en France, ce n'est pas la librairie de votre quartier, ce n'est pas non plus les très grosses librairies comme la FNAC et compagnie, c'est clairement Leclerc. Leclerc, Casino, Auchan, etc. C'est la grande distribution qui vend le plus de livres à l'heure actuelle. Donc, il faut aussi aller taper à la porte de ces maisons-là pour être distribué, pour être mis en avant, etc., etc. Et ça, c'est pas simple. Ça demande de démarcher, ça demande de se bouger pour son livre. Ensuite, un point important, pas de livre s'il n'y a pas de lecteur. Et quelque part, votre lecteur doit devenir votre meilleur ami. Et surtout, vous ne pouvez pas créer une activité dont vous vivez si vous n'apportez pas beaucoup de choses aux gens. Et pour apporter beaucoup de choses aux gens, il faut voir qui sont les lecteurs à l'heure actuelle en francophonie. Et quelque part, il y a des pools de lecteurs qui existent, qui sont très actifs, et il y a des lectorats qui sont beaucoup plus réduits. Et je le dis clairement, il y a des lectorats sur lesquels vous ne pourrez pas gagner votre vie. Tous les jours, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant « J'ai fait des recueils de poésie, est-ce qu'on peut rentrer dans écrire un livre accrocheur ?» Et tous les jours, je leur dis avec énormément de tristesse, malheureusement, les recueils de poésie n'intéressent que les poètes, c'est-à-dire ceux qui écrivent de la poésie. Et grosso modo, le recueil de poésie n'intéresse que celui qui fait son recueil de poésie. Et ils sont N'intéresse pas. désormais 13 en France, je crois. 14. Je ne sais pas combien ils sont parce que j'avoue que je n'ai pas regardé ça. Par contre, effectivement, il faudrait que je crée clairement que je crée un atelier de création de poésie. Ouais. Mais par rapport à ça, je suis désolée pour vous. Si votre truc, c'est la poésie, il n'y a pas de lecteur pour la poésie. Par contre, il y a des lecteurs dans le livre jeunesse. Il y a des lecteurs dans tout ce qui est la fantasy jeunesse, urban fantasy, etc. Il y a un lectorat énorme, extrêmement solide dans la romance. Il y a des lecteurs pour tout ce qui sont les livres techniques, les guides pratiques. Ça, il y en a beaucoup. Il y a énormément de niches peu connues au niveau des lectorats. Je ne vais pas toutes les lister parce qu'il y en aurait trop, mais vous avez des façons d'aller chercher un lectorat qui peut vous faire vivre. Et ensuite, le dernier point, effectivement, il faut que... J'ai quelqu'un qui a sonné à la porte. Je crois que c'est un mec qui fait de la poésie qui vient rendre des comptes. On t'attend. Je peux poser? On t'attend Oui. si tu veux. Je finis. Et donc, en fait, il faut aussi aller chercher son lectorat. Je vous développerai ça tout à l'heure. Je reviens dans une minute. Excusez-moi. Nous avons un cliffhanger, un suspense en direct pour ce podcast. C'est merveilleux. Ah là là, on sent qu'elle écrit des livres et qu'elle sait quand mettre l'attention suspense. Est-ce que c'est pas l'occasion de caler une petite publicité? On est Si tous, vous- oui, Meryl. Mais je vais pas être très original. Si vous avez envie d'écrire un livre accrocheur, donc le meilleur moyen pour ça, c'est d'aller voir ce que fait Emmanuelle. Et oui, elle possède un site internet qui s'appelle, comme par hasard, écrire-un-livre-accrocheur.com. Et oui. Alors, on va vous mettre le lien dans la description, hein, parce que c'est en vérité, c'est formation.écrire-un-livre-accrocheur.com/écrire-livre-accrocheur-EG-inscription. Donc forcément, c'est pas limpide, mais on vous met C'est le le lien dans la chapitre description. 1 du livre, l'URL. L'URL, c'est l'intro, c'est la préface. Vous pouvez évidemment retrouver Emmanuelle sur son profil LinkedIn, Emmanuelle Soulard, donc vous avez le nom sur le podcast. Vous avez quelques-unes de ces masterclass qui sont disponibles sur YouTube également. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Et je crois que c'est tout pour elle. Eh bien, t'es de retour, merveilleux, on a terminé la pause pub. Excusez-moi, merci beaucoup. Ouais, donc je disais, en fait, après, il faut aller chercher son lectorat. Et ça, c'est un super pouvoir. C'est d'ailleurs très drôle parce que on le voit au niveau des auteurs, on le voit aussi au niveau des gens qui lancent des business sur Internet. De plus en plus, il y en a qui, effectivement, expliquent à quel point il faut devenir influenceur, à quel point il faut aller chercher les gens sur Internet en direct et puis se créer un pool de fans, ni plus ni moins. C'est Steve Jobs qui disait c'est facile de lancer une entreprise millionnaire, il suffit d'avoir 1000 fans. Ben, avoir 1000 fans, en fait, de nos jours, c'est tout à fait possible. Ça demande par contre d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller chercher nos fans au bon endroit, sur les réseaux sociaux qu'ils ont l'habitude de chercher, de leur donner le type de contenu qu'ils aiment et de les amener à acheter vos produits. C'est aussi simple que ça. Créer une armée d'ambassadeurs du livre, du coup. Alors,
C'est plus que ça, en fait. C'est c'est effectivement, tu auras jamais une armée d'ambassadeurs. Par contre, tu peux avoir une armée de gens qui adorent ce que tu fais, Mmh. qui adorent qui tu es et qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir davantage de toi-même. Ça, oui, c'est très facile à faire. Ça demande de la constance, ça demande du temps, ça demande, d'être, assez résilient, ça demande de, connaître, les gens à qui tu parles et les besoins qu'ils ont. Mais là, suffisamment enfin, quelque part, c'est très simple pour savoir ces trucs-là. Il suffit de les écouter et d'échanger avec eux. Ça, c'est un point qui est simple. Finalement, tout le monde c'est à portée de tout le monde. Et le gros inconvénient de cette approche-là, et il y a des gens qui effectivement ont du mal avec ça, c'est la problématique du réseau social et la problématique de la relation à distance. Qu'est-ce qui se passe dans une relation à distance à travers l'ordinateur? Ben, la problématique, c'est que la personne, elle a une certaine impunité quand elle est derrière son écran. Elle peut être qui elle veut, elle peut dire ce qu'elle veut, personne ne va venir l'embêter. Et en plus, elle peut même se créer des profils anonymes ou en tout cas des profils qui ne correspondent pas à sa vraie personne. Et elle peut se lâcher, il n'y a pas de filtre. Alors c'est très bien pour elle, elle lâche toute la morgue qu'elle qu'elle nourrit au quotidien. Par contre, pour l'influenceur qui, donne de son cœur, qui, donne des choses personnelles, qui essaye de se mettre en avant, qui essaye d'être gentil avec les gens et cetera, ça peut être d'une violence extrême, et voilà, c'est là je décris typiquement le haters et les haters, à chaque fois qu'on a un petit peu de visibilité, on en a de toute façon. Des haters qui peuvent être d'une violence, inimaginable parce que justement il y a cette impunité et cetera. Surtout qu'un Et livre, en général, c'est un investissement émotionnel, c'est un peu comme notre bébé, donc se faire critiquer dessus, c'est d'autant plus douloureux. c'est valable pour le livre, c'est valable pour tout ce qu'on fait en fait, c'est valable pour tout ce qu'on met sur internet et cetera. Donc moi, mes auteurs, en général, je les fais passer par la case, légende personnelle, ce que j'appelle la légende personnelle, c'est-à-dire qu'on travaille leur histoire. Ça nous permet déjà d'aller, faire ensemble un diagnostic des choses qui sont les plus douloureuses dans leur histoire et ces choses-là, il ne faut pas les mettre en avant d'avoir fait le travail de deuil qui correspond à ça. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, ça on leur permet de créer ce que j'appelle l'histoire bouclier, qui est finalement l'histoire qu'ils vont mettre en avant sur internet et qui va protéger leur vie privée, de l'intrusion de ces personnes-là et surtout leur vie privée émotionnelle. Si on se met à poil sur internet, ça marche. Mais si on se met à poil sur internet, ben, on peut prendre des coups et quand on est à poil, ben, ça fait mal. Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais par rapport à ça, c'est vraiment important justement d'être au clair avec les choses qu'on peut mettre en avant, d'être au clair avec les choses qu'on ne doit pas mettre en avant, ça c'est clair. Et puis, il y a aussi tout un process de compréhension comment fonctionne le haters. Le haters ne vous parle jamais de vous, de votre livre ou de votre produit. Le haters, qu'est-ce qu'il fait quand il parle? Eh bien, il déverse sa rage et sa propre frustration à propos de sa propre vie. Le hater parle toujours de lui-même, jamais de vous ni de votre produit. Mmh. Et grâce à ça, quand on comprend ça et qu'on peut essayer de mettre en place le dialogue, alors il y a des gens avec qui il ne faut pas dialoguer, il faut juste les bannir et on a les outils pour ça, de les bannir de nos cercles et de les bannir de nos diffusions. Mais si on arrive à comprendre ça, ben, il suffit de rebondir dessus et s'intéresser réellement à la personne. Moi, j'ai un nombre incalculable de haters qui sont devenus mes fans les plus fidèles et qui achètent l'intégralité de mes produits. Pas parce que c'est de la magie, pas parce que je les manipule, simplement je m'intéresse à eux et si une personne m'attaque hyper violemment sur un produit ou sur une chose que j'ai mise en avant, c'est qu'en général, il y a une énorme frustration dessous. Et cette frustration, elle est vraiment dans l'énergie de passer à l'action. C'est-à-dire que la personne veut le produit, mais elle ne peut pas l'acheter, ou elle a une incapacité, ou elle a une peur, etc. Si on est là, si on la prend en charge, si on discute avec elle, si on désamorce ces peurs-là, etc., et qu'on l'accompagne, en général, la personne rentre dans le produit et derrière, elle est ravie. Et justement, comme les produits que je fais, moi, ils sont là pour aider les gens à réussir, ben, du coup, on s'attaque à ces problématiques, on les aide à faire sauter tous les problèmes, les obstacles qu'ils ont dans leur vie. Et là, derrière, il y a des résultats à ce moment-là. Donc tu participes à diminuer le nombre d'haters en France, en en t'occupant d'eux. Donc tu es, pourvu d'une mission nationale. Alors, c'est pas le nombre de haters. Sincèrement, je pense que ma mission, elle est de participer pour diminuer nombre de gens malheureux et frustrés dans leur vie. Ça, oui, clairement, parce qu'on le voit en fait. Moi, des fois, je parle à des gens, ça fait 15 ans qu'ils ont un livre en tête, ils n'ont jamais réussi à trouver le moyen de l'écrire ou d'avancer avec. Donc, ça, oui, c'est clairement, c'est une mission qui est importante. Comprendre quelle est sa propre valeur, en faire un produit, arriver à le vendre, c'est une transformation qui est juste phénoménale, quoi. Mais quelque part, les haters, mais n'importe qui a les moyens d'en créer des nouveaux. Si vous avez des clients chez vous et que vous les servez mal ou que vous n'avez pas cerné le vrai besoin pour lequel ils sont venus à vous et que vous vous foutez d'eux, mais qu'est-ce que vous allez faire? Bah, des nouveaux haters qui vont propager sur internet toute leur haine, leur frustration de ne pas avoir été correctement aidés. Quelque part, si on ne comprend pas que notre mission dans ce monde,
C'est un, d'incarner le super pouvoir dont on a été doté à la naissance, et deux, le diffuser au maximum pour aider un maximum de gens, mais je pense qu'on passe à côté de ce qu'il y a de plus beau en ce monde, quoi, et dans la vie de façon générale. Tu écris des livres, tu as une entreprise qui génère, 1,5 million par an et tu as évidemment une vie de famille. Comment Ouais. diable fais-tu pour gérer tout ça? Je sais pas trop. Non, j'ai failli en mourir. Je le dis clairement, j'ai failli en mourir. J'ai lancé mon produit, j'avais mon premier produit, j'avais, 2 enfants en bas âge à la maison. J'avais 2 bébés à la maison. Alors j'ai un conjoint qui est une personne extraordinaire, vraiment extraordinaire. Il m'a aidée au maximum, clairement, parce que, voilà, voilà, parce que c'est mon conjoint, et donc il a pris en charge énormément de choses. On a réussi à se répartir la charge de travail entre guillemets. Mais effectivement, j'ai un conjoint, j'ai une famille qui est très proche, donc ça aide beaucoup. Ça veut dire clairement qu'on a travaillé en équipe sur le côté familial, clairement. On a toujours, nous, on se respecte beaucoup l'un l'autre et on fait vraiment passer les besoins de l'autre, en avant, et cetera. Donc du coup, on a toujours trouvé des organisations. Il y a des moments où c'était lui qui avait besoin de moi, et il y a des moments où c'est moi qui avais besoin de lui, donc voilà. Il y a pas mal de petits tips qui sont vraiment fondamentaux quand on est, une maman solopreneur, qu'il faut vraiment mettre en action. La première, c'est, se dédier à 100% à ce qu'on fait. Ça veut dire quand on est au travail, on est à 200% sur le travail, mais quand on est avec les enfants, on est à 200% avec les enfants. Mmh. C'est pas possible de faire les 2 en même temps. J'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai eu une anecdote pour ça d'ailleurs, c'était très drôle. J'étais en train de travailler et puis j'avais un de mes bébés qui se baladait, et puis j'entendais, derrière, distraitement, une espèce de petit hocher qui faisait tchic, 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 et je travaillais, tchic, 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 puis je lève le nez. «Ouh, c'est bien calme». Je fais mon petit tour et j'arrive dans la cuisine et je vois mes 2 gamins assis par terre, et le petit hocher que j'entendais, c'était le paquet de semoule qui était ouvert et qui remuait. Les 2 étaient morts de rire et il y avait de la semoule partout. Je crois qu'il y avait 1 kilo de semoule qui était réparti partout. Ils s'étaient créé leur propre bac à sable. Et alors d'abord, j'ai failli crier, je me suis arrêtée, je suis allée chercher l'appareil photo, j'ai pris une photo pour mon Ouais, il mari fallait. qui était pas là, j'ai éclaté de rire, j'ai secoué mes bébés pour essayer de sortir toute la semoule. C'était très drôle. Mais quelque part, c'était drôle sur le coup, mais ça m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que quand bébé a besoin, bébé est prioritaire. Quand maman a besoin, maman est prioritaire. Et le reste du temps, on gère au mieux. Voilà. Mais focus à 2000% sur ce qu'on est et sur ce qu'on fait. Parce que si on fait son travail en ayant, quelque chose à côté, la casserole sur le feu pour le repas du soir, on le fait pas bien et on fait des erreurs, et les erreurs à force, elles se cumulent et elles se coûtent cher. Moi, j'en fais énormément, et d'ailleurs j'envoie un message, de remerciement profond à tous mes prospects et à tous mes clients qui me pardonnent toutes les erreurs systématiques que je fais. Au premier d'entre elles, c'est les erreurs, les fautes de français que je fais dans mes mails. J'ai la chance d'avoir, des gens qui me pardonnent énormément de choses, et franchement, c'est extraordinaire pour ça. Donc quand on veut être maman solo, il faut être à 200% sur ce qu'on fait quand on le fait. 2, il faut bien organiser sa vie. Moi, j'avais un rythme de travail, je me levais à 5 heures du matin pour faire du sport, un peu de gym parce que voilà, c'est absolument indispensable de se travailler physiquement pour, évacuer le stress et puis être, fonctionnel sur le long terme. Ensuite, je faisais un peu de boulot. Après les enfants, j'alternais, et cetera. Mais il y avait des plages horaires qui sont indissociables et non dérogeables, sauf exception vraiment extrême, mais sinon, en général, voilà. Et je me couchais très tôt, je prenais soin de moi, boire beaucoup d'eau, manger correctement et sainement, ça c'est fondamental. Vous ne pouvez pas vivre sur le long terme en bouffant, que du sucre et du gras, c'est pas possible. Ça Mmh. va vous détruire le corps, vous détruire le mental et baisser vos performances. Donc voilà. Et puis le coût du masque dans l'avion. Quand vous êtes dans un trou d'air, qu'il y a des turbulences, quand les masques tombent dans un avion, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le masque sur vous en premier avant d'aider qui que ce soit d'autre. Totalement. Ça, c'est fondamental. Et il faut bien se connaître, il faut travailler le corps physiquement pour bien évacuer tout le stress qu'on génère dans la vie quotidienne. Il faut bien boire de l'eau bien fraîche et puis il faut manger sainement. Pas d'alcool, quasiment pas. Sport tous les jours, au moins une demi-heure. Manger sainement. Et puis kiffer la life. Et s'octroyer aussi du repos. Il y a un point qui est fondamental là-dessus. Et ça, je ne l'ai pas fait pendant des années et j'en ai payé le prix après. J'avais une vie très rythmée comme ça, avec beaucoup de travail. Quand je ne travaillais pas, je m'occupais de mon corps, de mon sport. Il y a la maison, il y a la logistique de la maison, il y a le linge, il y a les courses, le ménage, etc. C'est beaucoup de charge mentale, c'est beaucoup de choses à faire en même temps.
Et il y a quelque chose qu'on oublie toujours en disant: «Ouais, ben ça, c'est du plaisir», c'est prendre du temps de repos pour son cerveau. Le cerveau est comme un muscle. Vous allez le travailler, vous allez le faire bosser, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre de la masse, il va prendre du poids, mais en faisant ça, en fait, en devenant plus efficace et plus fonctionnel, il va accumuler des déchets toxiques. Tout notre fonctionnement physiologique accumule des déchets toxiques. Des déchets qui sont solubles dans l'urine, des déchets qui ne sont pas solubles qui partent dans le caca, excusez-moi de le dire, et des déchets qui partent par la transpiration. Donc quand vous faites du sport et quand vous vous hydratez bien, qu'est-ce que vous faites? Ces neurotransmetteurs qui sont délétères dans votre cerveau à terme, ils partent par la transpiration, en s'en étant directement exsudés du cerveau. C'est la raison aussi pour laquelle l'alcool est très délétère et le tabac aussi, parce que l'alcool, en fait, entraîne une déshydratation du cerveau. C'est pour ça qu'on a la tête qui tourne, etc. On est un peu dans l'état de quelqu'un qui est en œdème cérébral, ni plus ni moins. Et c'est pour ça qu'on vomit aussi à terme, hein, parce que le corps sent clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un gros toxique dans le corps. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, au-delà de ça, il y a un nettoyage quotidien en faisant du sport et en buvant de l'eau et en mangeant équilibré et sereinement avec beaucoup de fruits et légumes et des fruits et légumes crus et cuits pour les deux, pour le microbiotum, pour bien s'occuper du microbiotum. Mais il y a aussi une espèce de fatigue qui se cumule à long terme. Cette fatigue, c'est le stress, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est les choses par lesquelles vous passez par-dessus, c'est les moments où vous allez être un petit peu dans l'action, dans l'accélération, etc. Tout ça génère des neurotransmetteurs délétères. Alors, quand vous nettoyez votre corps, vous le nettoyez de façon régulière, mais il y a des moments où votre cerveau, il a besoin d'une phase de repos, d'être mis en off, et pas seulement au moment où vous dormez. C'est-à-dire que vous devez vous octroyer des plages de repos, des plages où vous faites des choses qui vous plaisent, des plages où vous reposez votre cerveau et des plages où vous prenez soin de lui. Parce que sinon, si vous ne le faites pas, ce qui va se passer au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est un burn-out. Et ces burn-out-là, c'est vraiment le burn-out du chef d'entreprise qui a beaucoup trop bossé, qui a beaucoup trop sollicité. Même si vous avez une hygiène de vie qui est irréprochable, vous pouvez vous effondrer du jour au lendemain. Et c'est des burn-out qui peuvent envoyer les gens à l'hôpital pour plusieurs années consécutives. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. Il faut être capable de temps en temps s'octroyer des pauses, des vraies pauses de régénération du cerveau. Ça veut dire des vacances. Ça veut dire plusieurs jours consécutifs off. Ça veut dire des tâches qui vous plaisent vraiment. Et, excusez-moi de le dire et d'être cru, ça veut dire aussi des orgasmes et ça veut dire aussi de la méditation. Parce que l'un comme l'autre, en fait, vont améliorer votre équilibre physiologique et vont améliorer, en fait, tous les neurotransmetteurs que vous sécrétez dans votre cerveau, en particulier les orgasmes, parce qu'il y a beaucoup d'endorphines cérébrales qui ne sont sécrétées qu'au moment de l'orgasme. C'est un point fondamental d'une vie équilibrée, d'être capable de générer des orgasmes de façon régulière dans sa vie. Oui, je suis un peu crue, je sais, mais, mais quelque part, moi, je donne tout ce que je sais. Et il y a beaucoup de gens qui associent à la vie sexuelle des tabous, des inconforts, des trucs comme ça, etc. Si vous avez des problèmes à ce niveau-là, adressez-les, attaquez-les, résolvez-les, parce que ça fait partie d'une vie équilibrée. Et même si la méditation ne vous parle pas, etc., il y a 10 000 façons différentes de faire de la méditation. Vous avez des méditations guidées gratuites sur YouTube, sur Netflix, sur tout ce que vous voulez. Vous avez des façons de méditer en dessinant des mandalas, en faisant du macramé, en faisant du vélo, du sport, etc. Il y a 10 000 façons de le faire. Par contre, si les gens pratiquent ça depuis des millénaires, c'est pas pour rien. C'est clairement que le cerveau en a besoin pour être performant. Donc, Waouh! Donc les gars, vous coupez Facebook, vous partez en vacances, vous faites l'amour et vous mangez des légumes. On a compris. voilà. Voilà. Et surtout, quand vous buvez de l'alcool, vous vous hydratez à côté. Parce que En sinon, même temps. vous allez En avoir une même gueule de temps. bois. En En même même temps, voilà. temps, ça ne détruit pas l'effet euphorisant et dans lequel on sent bien de l'alcool, mais faites un verre d'eau, un verre d'alcool. Il n'y a rien de pire que de passer la Ouais, soirée à pareil. boire et puis mettre 3 jours à s'en Ce remettre qui derrière. évitera les maux de tête le lendemain matin. Ça Ouais. limite beaucoup les maux de tête le lendemain, ça dépend de votre âge, de votre masse graisseuse et de votre sexe aussi. Les femmes sont beaucoup plus sensibles. Et après, le lendemain d'une journée ou d'une soirée, vous avez bu un petit peu, octroyez-vous du repos, ne sollicitez pas votre cerveau, il est fatigué, il a pris cher la veille, ou off, quoi. Voilà. Il faut être capable de se dire aussi, OK, tu as bien bossé, bravo, tu Hmm. te reposes maintenant, stop. Et ça, pour ça, il y a le management par objectif qui est très, très bien. Moi, je sais que tous les jours, j'ai ma to-do list et mes deadlines. J'en ai pour la journée, j'en ai pour la semaine, j'en ai pour le mois, j'en ai pour l'année, j'en ai pour le trimestre, etc. À chaque fois, systématiquement, tous les jours, quand j'ai fini ma to-do list, OK, repos, allez, on fait un truc qui me plaît, on fait un truc qui est hors du boulot, on fait, voilà, je m'octroie un peu de jeu, je m'octroie
un petit carré de chocolat. C'est tellement bien le chocolat. Et voilà, donc je veux d'ailleurs adresser un message aux créateurs du chocolat. Merci, vous avez amené du bonheur en ce monde. On lui transmettra. Chocolat Voilà. blanc, Il chocolat écoute ce noir. podcast. Chocolat au lait avec des amandes. J'adore les amandes. Eh oui. Voilà, là on aime. Dans le prochain épisode de podcast, on parlera des drogues dures. Restez avec nous, restez connectés. On a Alors, parlé. je suis en train d'étudier les drogues dures, justement. Non, non, moi, je rigole pas, hein, Ok. parce que il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur voilà, les microdosages de LSD. D'ailleurs, c'est incroyable parce qu'il y a clairement, à l'heure actuelle, les start-upers de la Silicon Valley ont été les premiers dans les années 70 à beaucoup consommer de LSD. Et maintenant, ils font de plus en plus des travaux sur les microdosages des drogues dites récréatives. Qui prouve qu'il y a un vrai effet sur la créativité, sur la capacité à travailler, sur la capacité à limiter la dépression, etc. Il faut savoir que quand on est indépendant, que ce soit auteur, entrepreneur, etc., on est des formulants du cerveau. Et ça, les gens ne le mesurent pas du tout. Les gens pensent juste, oui, bon, on fait son travail, etc. Non, non, on est des formulants au niveau de notre cerveau, on est des athlètes cérébraux. Un athlète cérébral, il a une saison de compétition, il a une routine d'entraînement et il a une saison de repos. Et on ne fait pas ça pour notre cerveau. C'est un manque de culture énorme, en fait. Et les athlètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des nourritures équilibrées et ils ont des nourritures qui sont là pour favoriser la prise de poids musculaire et la récupération musculaire, etc., etc. Et ils font de la kiné, ils font des exercices, etc. Nous, les entrepreneurs, les auteurs, on ne fait pas ça, mais on devrait. Mais on devrait, parce que quelque part, un auteur qui va vraiment bien gagner sa vie, c'est un auteur qui va faire 2, 3, 4 bouquins par an, parce qu'il va faire ça, qui va faire son marketing, qui va faire ses éditions de bouquins, ou alors qui va travailler en équipe pour ça, donc il va gérer son équipe, qui va gérer ses dépenses, etc., etc. Ça demande une quantité de tâches énorme, et ça demande d'être un athlète cérébral. Et donc, les athlètes cérébraux, en fait, à la Silicon Valley, il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils explorent, en fait, tous les moyens d'être de plus en plus performants là-dessus. Et il y a de plus en plus, alors les études sont un peu réécriées, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui les autorisent, hein. La Suisse est un petit peu précurseur là-dessus, mais il y a de plus en plus de choses qui commencent à émerger. Et je prends le pari, si vous voulez, on en reparle dans 15 ans. Je suis sûre qu'il y aura eu des travaux qui auront été faits sur le fait de, pas modifier sa conscience, mais en tout cas prendre mieux soin de son cerveau pour être performant, mais en même temps être plus heureux et avoir une vie plus équilibrée. Voilà. Super. Est-ce qu'il nous, je veux dire, on a tellement vu de choses, dans ce podcast. Que vous soyez venu pour des conseils de productivité, que ce soit pour vivre de votre plume, pour créer du contenu, pour apprendre le storytelling, parler de business, comment gérer un business, vous en avez pour votre temps, là, je crois, clairement. Et sans vouloir abuser du temps d'Emmanuel, est-ce qu'il nous reste 5 minutes pour un petit jeu, histoire de conclure? Avec le plus grand plaisir, j'adore ça jouer. Eh ben oui, oui. En plus, on n'a pas eu le temps de parler de gamification, peut-être Oh dans là le oui, prochain épisode, mais tout un morceau aussi qu'on aurait bien aimé explorer. avec plaisir. Donc là, ça va pas être un jeu incroyable, mais qui fonctionne bien. Ça s'appelle le portrait chinois. Très simple, tu connais. Donc, on va te poser des questions du style si tu étais un animal, etc. J'ouvre le bal, Emmanuel. Donc, si tu étais un animal. Ah, c'est très dur comme réponse. J'ai écrit une trilogie sur les dragons. Donc, il y a très longtemps, je pense que je choisis les dragons. Je me reconnais de plus en plus dans le tigre. Déjà parce que c'est un de mes signes astrologiques chinois. Ensuite, à cause de la couleur aussi. Mais un truc tout con, en fait, je me sens beaucoup plus prédateur que proie ou prédateur actif. Le tigre est un prédateur actif, il ne chasse pas à l'affût comme le puma, par exemple. Et je dis ça parce que j'ai fait un laser game il n'y a pas longtemps et je me suis rendu compte que j'étais effectivement un prédateur actif et que je me baladais dans le labyrinthe pour aller shooter tout le monde, en fait. Donc, ça, c'était très drôle. Et je me suis rendu compte qu'en termes de stratégie, si vous faites des laser games, ne restez pas dans un coin, c'est affreux, on ne marque pas de point de coin quand on est dans un coin. Marchez dans le labyrinthe et soyez un prédateur actif. Voilà, ça c'était mon Mais est-ce que petit tu tips. prends pas plus de coups aussi? Et Tu prends plus de plus, mais en fait, ça compense. Tu gagnes tellement qu'à côté, tu compenses, en fait. Et ça, en c'est disant sur le vraiment une business. leçon entrepreneuriale, d'ailleurs. Hmm. Ne jamais avoir peur de prendre des coups. Michael Jordan, pour ça, est un exemple. Il prenait des coups, mais quelque chose d'incroyable. Il s'est jamais arrêté, ça l'a jamais ralenti. Plus vous prenez de coups, plus vous gagnez, en fait. C'est aussi bête que ça, en fait. Donc, le tigre prend des coups. Il est très puissant, mais il prend des coups aussi. Et les tigres sont de moins en moins nombreux, ils sont en voie d'extinction. Il y a toujours eu cette dimension un petit peu solitaire dans ma vie. Et c'est vrai que de ce côté-là, je m'en sens un peu comme tout au fond de ma Sibérie natale, là, bien caché. Voilà. Donc, plutôt un tigre, on va dire. Un tigre blanc même, j'ai l'impression. Ouais, peut-être, ouais. Puis j'adore les chats, en fait. Je suis très, très, très chat. Donc.
va pour le tigre blanc. Si tu étais un objet du quotidien, Bah, un stylo. C'est c'est évident. Bah oui, un stylo pour écrire. Je trouve que le stylo stylo est plume, l'invention la plus extraordinaire du monde. Je suis tout le temps avec des plumes, j'ai tout le temps des plumes autour de moi, c'est un truc de dingue. Je peux pas me balader dans la forêt sans ramasser des plumes et j'adore les plumes de pie d'ailleurs. Parce qu'on pense que la pie est noire et blanche, en fait, la pie, elle est pas noire et blanche. Elle est noire et blanche, mais sur chacune de ces plumes, en fait, les plumes des ailes ont des reflets verts, les plumes du dos ont des reflets violets et rouges. C'est un truc incroyable. Donc, oui, un stylo, ouais, clairement. ok. Emmanuel, si tu étais un film, Oh, qu'est-ce que c'est dur de répondre à cette question. J'ai eu beaucoup de films qui m'ont construit dans ma vie. Très longtemps, un film qui me parlait beaucoup, c'était Contact. Parce que ben, on m'a souvent dit que quand j'étais plus jeune, je ressemblais un petit peu à Jodie Foster. Quand je- quand j'étais beaucoup plus jeune. Voilà. Et puis il y a cette notion de ne pas être seul dans l'univers. Et je ne parle pas d'extraterrestre, hein, je parle de conscience universelle et puis de vraiment être reliés les uns aux autres dans l'amour. Il y a un truc qui me parle énormément par rapport à ça. Euh, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on donne de l'amour et où on irradie l'amour, on reçoit de l'amour. Et j'avoue que moi, j'essaye d'incarner ça au maximum et je suis toujours stupéfaite des années après de recevoir autant d'amour des gens avec qui j'échange. Donc, il y a cette notion de pas forcément aller chercher ailleurs ce qu'on est, voilà, et simplement rayonner, rayonner et envoyer des messages en fait, et recevoir les messages, être capable d'écouter, d'entendre et de décrypter les messages. Ça, c'est vraiment un point qui est fondamental. Mais le film qui me parlerait peut-être le plus, c'est Là-haut. Euh, Le dessin animé. ouais. Parce que je trouve la, la thématique de ce film extraordinaire, et elle est en plus portée par le livre, c'est ça qui est extraordinaire, ça me parle encore plus. Dans ce film, on a le héros qui a donc sa femme, qui perd, il décide de partir pour aller accomplir son rêve une fois qu'elle est décédée. Et en fait, ils avaient un livre dans lequel ils mettaient toutes leurs aventures, les pendants de leurs aventures. Et ce livre l'accompagne tout au long. Et au moment de la transformation ordalique, il y a une transformation ordalique dans là-haut, hein, je pourrais vous décrypter le film, mais bon, on n'a pas le temps. La page se tourne spontanément, c'est même le vent qui la tourne, c'est même pas lui qui la tourne, parce que pendant toutes ces années, il n'a jamais tourné la page pour voir ce qu'il y avait écrit sur la dernière page. Et sur la dernière page, elle lui dit, c'est à toi d'écrire maintenant. Et en fait, c'est extraordinaire ce livre, parce qu'il dit qu'on peut faire les projets qu'on veut sur la vie. On peut se créer dans sa tête les conditions de réussite idéales et on peut avoir dans sa tête la vie idéale avec mon bonheur, il est dans j'aurai une Ferrari, j'aurai 100 millions d'euros, j'aurai des amis, j'aurai des enfants, j'aurai un chat, j'en sais rien. Mais on peut construire ce qu'on veut dans notre tête par rapport à la réussite. Si on vit correctement, en fait, la vie va pas forcément nous apporter ce qu'on demande, mais elle va nous apporter ce dont on a besoin. Et ça, c'est un point philosophiquement qui est d'une puissance énorme. C'est qu'on peut demander des choses, mais souvent les choses qu'on demande, surtout si on n'a pas fait sa transformation ordalique, elles sont issues de notre culture, de notre passé, des choses qu'on a mises dans nos têtes, et elles sont rarement issues réellement de ce qu'on a au fond du cœur et au fond des tripes. Si par contre, on rayonne ce qu'on a au fond du cœur et au fond des tripes, presque physiquement, j'oserais le dire, eh bien, la vie va nous mettre sur le chemin de choix qui vont petit à petit nous amener à ce qui est de la perfection en termes de bonheur et à ce qui est la perfection en termes de ce qu'on peut apporter au monde et recevoir du monde. C'est-à-dire à être vivant dans toutes ces dimensions. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Eh bien, c'est une réponse super complète. Merci beaucoup, Emmanuel. Pour la prochaine question, ça va être difficile pour toi, je pense, de faire un choix, Ah oui. Emmanuel, si tu étais un livre. Oh, oh la vache. Je vais quand même choisir. Il y a un auteur qui est cher à mon cœur, déjà parce que je trouve que c'est rare de trouver des auteurs qui font réellement rire. Et lui, il me fait extrêmement rire, il écrit extrêmement bien. C'est Terry Pratchett. Et si j'étais un livre, je crois que ouais, je crois que ça serait un des livres des Annales du Disque Monde. Et pour vous citer quel livre ça serait, ah, je ne saurais pas lequel des 36 parce que je les adore tous et je les lis en boucle en permanence. Ah, je pense que ça serait la 8e fille. L'histoire comment dire, une cagade totale. Dans son monde, en fait, les mages ne deviennent mages que quand ils sont le 8e fils d'un 8e fils, en fait. Ouais, c'est ça.
Et en fait, il y a quelqu'un qui arrive, je suis bien ici, j'ai le bourdon du mage que je vais donner dans le bras de l'enfant, et l'enfant attrape le bourdon et devient mage, et en fait, merde, c'est une fille. Aïe. Ça, c'est Pratchett tout craché. Il prend des dogmes, des paradigmes, et puis il les retourne. Il met une petite coquille, en fait, dans la machine. Et après, il déroule toute l'histoire. Et elle est faite avec une maestria extraordinaire. Et dans son monde, en fait, le monde des mages hommes et des sorcières, donc femmes de pouvoir, hommes de pouvoir et femmes de pouvoir, en fait, les deux mondes ne communiquent pas, sont vraiment séparés, distincts. Et là, il avait créé quelque chose qui était au milieu entre les deux. Une fille mage. Une impossibilité, une aberration d'une certaine façon, mais en même temps quelque chose qui apporte tellement à ce monde-là. Et c'est tellement ce que je veux dire. Enfin, ça, c'est vraiment le message que j'essaie d'incarner et de porter au plus grand monde. Vous avez tellement à apporter à ce monde-là. Quel que soit le point de départ que vous avez, quelle que soit la merde qu'on a mis dans votre tête, vous avez tellement à apporter à ce monde-là, parce que ce que vous apportez est totalement unique et que vous êtes la seule personne à pouvoir l'apporter. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Si tu étais un plat, Mais j'ai le même problème qu'avec les livres, il y en a tellement. Et c'est difficile parce qu'un plat, c'est comme me demander, tu serais quel accord dans une symphonie? Un plat, c'est quelque chose que tu organises dans un dîner avec l'objectif de donner beaucoup d'amour parce que tu mets de l'amour dans ta cuisine et parce que tu vas partager un moment génial avec un petit peu d'euphorie, un petit peu de vin avec tes amis, un moment où vous allez partager vos vies, un moment où vous allez être en connivence et où vous allez vous marrer tout simplement. Un plat, je pourrais pas être un plat. Je pourrais être par contre un repas entre copains. Ouais, ça clairement. Voilà. Mais un petit repas à la bonne franquette, on se prend pas la tête, on se retrouve, voilà. J'ai des amis de très longue date, de plus de 30 ans, et on arrive à se voir qu'une fois par an parce que la vie nous a tous séparés. Ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois qu'on se retrouve à ces moments-là, rien n'a changé. c'est comme si vous étiez vus il y a une semaine. Exactement. Et donc, je ne serais pas un plat. Par contre, je serais clairement un moment de convivialité et un repas préparé avec amour pour les gens qu'on aime. Ouais. On a la réponse et le storytelling qui va avec, donc c'est réponse acceptée de notre côté. Génial. Moi, j'ai pensé tout de suite à une pâtisserie en mode le millefeuille par rapport à l'auteur, mais c'est un autre sujet. Il nous en Très reste bien. quelques-unes là encore. Si tu étais une célébrité, vivante ou plus de ce monde? J'ai un problème avec les célébrités parce que je pense que l'image qu'elles véhiculent n'est pas exactement ce qu'elles sont. Euh, je crois que je serais Marie Curie. C'est très prétentieux, etc. Déjà parce qu'elle a cette dimension un petit peu chimiste et que j'ai fait de la biochimie pendant des années, ça c'est clair. Elle a un parcours de vie qui est très compliqué parce qu'elle était polonaise et elle est arrivée en France dans des circonstances qui étaient très très différentes de la cosmopolarité, oui, telle on peut la vivre de nos jours. Donc elle était dans un contexte politique compliqué. Elle a été parmi les plus grandes chercheurs de son siècle à un moment où les femmes n'étaient pas privilégiées dans la recherche. Elle a fait un travail extraordinaire. Et quelque part, elle a voué sa vie à son art et elle en est morte puisqu'elle a développé une leucémie à cause de l'extraction du radium sur lequel elle avait apporté des avancées scientifiques extrêmes. Donc, il y a un côté extrêmement dramatique à la fin de sa vie, d'une certaine façon. Elle a légué ça à sa fille qui a repris le flambeau et qui elle-même est morte de leucémie aussi. C'est un peu, il y a cette dimension très extrême du héros que j'adore. Le héros est toujours dans cette dimension sacrificielle. Et sacrificielle dans le sens rendre sacré, devenir sacré. Le héros, au moment où il va être en pleine possession de ses moyens, en pleine possession de son super pouvoir, il va le mettre en application, en pratique, pour apporter le Graal à l'humanité. Quelque part, les travaux qu'elle a fait sur la radioactivité seront peut-être à l'origine de la création des réacteurs NPR sur lesquels on pourra contrôler des sources d'énergie gratuites, enfin pas gratuites, mais en tout cas Illimité. extrêmement voilà, illimitée et non polluante. Euh, donc, quelque part, il y a cette dimension où elle a fait le premier pas, elle a fait le premier chemin. C'est un chemin qui est tellement long que ça sera des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui vont devoir faire ce chemin-là pour pouvoir nous apporter ça à l'humanité. Mais quelque part, dans un contexte où on est de plus en plus dans de la pénurie, de la restriction des capacités énergétiques du monde, avec une demande qui ne cesse d'exploser, bah, se dire qu'il il y a des décennies de ça, une petite fille polonaise qui a cru en ça,
qui a œuvré tous les jours, quotidiennement dans l'ombre, parce qu'elle a été reconnue assez tard. J'aime bien cette image-là, de cette personne qui travaille tous les jours, qui court pas après la célébrité, qui est dans un contexte compliqué parce qu'elle est une femme, par sa nationalité, par tout ça, et parce qu'elle est en train de défricher un milieu qui est complètement nouveau. Mais voilà, ça me parle beaucoup. Voilà. Si tu étais une citation. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Antoine de Saint-Exupéry. En Parce que tant sans nos qu'auteur, rêves, on n'est rien. Voilà. en tant qu'auteur, tu manies les mots, mais si tu étais un gros mot. Le premier de ton webinaire. C'était lequel j'avais dit? Le premier de mon webinaire, je crois que j'ai dit putain de bordel de merde. C'était quand même pas mal, sachant qu'il y avait 1000 personnes qui étaient connectées et qui ne connaissaient pas du tout. On le mettra Donc, sur la miniature YouTube, t'inquiète. tu peux, Oh putain de mais bordel de merde, effectivement. est avec nous. Il y a d'ailleurs un vieux monsieur, il était assez vieux, qui l'a regardé en replay. Il avait plus de 70 ans à l'époque et il m'a répondu après avoir regardé le replay. Il m'a dit c'était fleuri comme webinaire. J'ai beaucoup aimé sa façon de le dire. Mais oui, voilà, ça serait un petit peu ça. Ouais. Si tu étais une émotion. L'amour. Enfin, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. J'ai beaucoup souvent été dans la colère. Je suis comme tout le monde, je sens de la peur, des frustrations. Il y a de la curiosité énormément dans ce que je fais, etc. Mais il y en a une qui surpasse tout parce qu'elle peut susciter en nous et parce qu'elle peut déclencher autour de nous. C'est l'amour. Et tout passe par l'amour. L'amour de soi, déjà. Si vous n'avez pas d'amour de vous, s'il n'y a pas d'estime de vous, vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses. L'amour qu'on porte aux autres de façon désintéressée, dans son cercle proche, et en même temps, l'amour qu'on peut apporter à des gens qu'on ne connaît pas et qu'on aide dans la rue. Combien de fois ça m'est arrivé de m'arrêter dans la rue, puis de voir quelqu'un et puis de dire est-ce que je peux vous aider? Mais spontanément, parce que voilà, je venais d'arriver à Londres, je trouvais ça génial. J'arrive à Londres et puis je me baladais comme ça et je ne connaissais pas l'environnement, je ne connaissais rien. Et il y avait cet homme-là, c'était un noir, et il avait une canne blanche. Et il avançait et je le vois s'arrêter en fait à côté d'un feu rouge, quoi. Et je suis arrivée, j'ai pris le bras et je lui ai dit allez, on va se balader, je vous aide à traverser la route. Je parlais hyper mal anglais, c'était affreux. Il m'a laissé faire, j'ai aidé à traverser la rue, j'ai dit ça va comme ça, et voilà quoi. Et encore, là, c'était la semaine dernière, une petite mamie extraordinaire qui faisait la queue à la caisse avec moi. On peut avoir un joli business et faire la queue à la caisse. Et il y avait beaucoup de monde dans ces caisses. Et, voilà. Et je la vois commencer à s'appuyer sur un devantoir qui n'était pas fait pour ça. Elle allait tomber, etc. Et je lui dis, mais vous savez qu'il y a des caisses spéciales pour les personnes âgées, etc. Et puis elle me regarde avec ce regard très triste et puis cette douceur qu'ont seules les personnes de plus de 70 ans. Et elle me dit, mais il ne me laisse pas passer. Je dis, quoi, comment ça, il ne me laisse pas passer? J'ai laissé mon caddie, j'ai pris le sien, venez avec moi. Et on a traversé tout le magasin, on est arrivé là-bas. J'ai dégagé un peu tout le monde, j'ai dit, excusez-moi, cette dame est très fatiguée, elle a besoin de passer, vous la laissez passer, hein. Alors, il y en a qui faisaient la tête un petit peu derrière. Et puis, il y avait un vieux papy devant qui dit oui, mais moi, j'étais dessus déjà. J'ai dit, allez-y, passez. C'est bon si le monsieur passe avant vous? Ouais, bon, je laisse tout ce monde, je retourne là-bas. Et puis, il y a un autre client qui était à côté. D'habitude, on ne se parle jamais dans ces magasins-là. C'était un grand magasin. Notre client qui se tourne et qui fait bon, alors, elle a pu passer? Je lui dis oui, oui, bon, j'ai laissé un petit papier parce qu'il avait l'air d'avoir au moins 20 ans de plus qu'elle. Donc, mais sinon, oui, oui, c'est bon, elle est passée. Et il y a une dame à côté qui réagit et fait ah, il ne pouvait pas, elle a 98 ans. Ah ouais. Et j'ai dit, à 98 ans, elle vient dans le magasin, elle remplit son caddie, elle fait ses courses, elle est encore autonome, elle comprend tout ce qu'on dit, elle a le droit d'être fatiguée, la petite mamie, et puis elle a surtout le droit qu'on prenne soin d'elle. Moi, j'ai un big up énorme pour les seniors, j'adore les seniors. Notre senior dans la formation, elle a 93 ans. Et c'est terrible parce que comme on a des seniors, on a des gens qui meurent aussi. Donc voilà. Et on prend soin en fait de ces gens-là. Et j'adore bosser avec les gens de plus de 70 ans. J'ai une petite mamie de 84 ans qui a créé sa chaîne YouTube sur mes conseils. Wow. Ils sont capables de faire des exploits, mais qui sont inimaginables, quoi. Et, et quelque part, si on n'est pas là pour eux, on est dans un monde qui est quand même démentiel, qui estime qu'à 45 ans, on est senior et on n'a plus rien à apporter à une entreprise. Alors que des gens qui ont 70, 80, 90 ans, ils ont une vision de la vie, ils ont une sagesse des choses qui apporte tellement. C'est inimaginable. On est dans un monde où les gens sont sur leur smartphone et sont incapables de parler à leur grand-mère ou leur grand-père qui ont des trucs incroyables à leur apporter dans leur vie. Et moi, je trouve ça terrible. Passer à côté de l'autre,
C'est affreux comme on a remplacé les commodités par le simple fait d'échanger un regard et puis de dire je t'aime, je t'accueille tel que tu es, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et puis voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Et ça, il n'y a pas de source de bonheur plus profond dans ce monde que d'aider son conjoint, son partenaire, que d'aider son prochain, quoi. Faites-le, vous allez voir. On devient vite accro. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de réponses possibles sur si tu étais une émotion et la majorité des entrepreneurs qu'on a, interrogés ont souvent répondu l'amour. Donc Ouais. ça prouve bien qu'être entrepreneur, c'est quelque part avoir cet amour de partager, L'amour de l'oseille, souvent, ils disent. Incroyable. c'est révélateur. Moi, j'ai un gros problème avec l'argent, c'est clair. Ça, c'est pas mon truc. On n'est pas dans ma famille, on est une famille qui a un gros problème avec l'argent, si tu veux. Et je me suis mis vraiment en porte-à-faux avec une grosse partie des gens de mon milieu pro d'il y a quelques années à cause de ça. Parce que j'avais des réflexions de gens qui me disaient mais tu t'en fous, tu fais ton cash, c'est ton business, tant pis si les gens ne rentrent pas dans ta formation, etc. C'est pour ça que je suis allée bosser la gamification, c'est pour ça que je change mes produits en permanence. Je veux vraiment que les gens réussissent. Et, euh, et quelque part, l'argent, mais quand tu vas finir dans ta tombe, c'est pas l'argent qui va rester. Il y a cette étude extraordinaire d'Harvard, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai encore le temps d'en parler. Harvard Tout le a temps fait que une tu veux. étude qui a duré 75 ans. 75 ans. Pendant cette étude, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les gens de Harvard, l'école d'Harvard en fait, enfin la business school d'Harvard, et puis ils ont regardé le taux de réussite. Ils se sont dit, bon, il nous faut un contrôle, parce qu'une expérience, ça se fait toujours avec un contrôle positif et un contrôle négatif. Alors, qu'est-ce qui est l'opposé d'Harvard? Bon, ben, ils sont allés dans Boston, ils ont pris les quartiers défavorisés, les SDF, les gens qui ont le moins d'argent au monde, parce que pour rentrer à Harvard, il en faut du pognon. Et ils ont dit, on fait une étude, on aimerait bien vous faire rentrer dedans, et il suffit simplement qu'on vous suive pendant votre vie. Donc, c'était parti. Ils ont pris la population des jeunes de Harvard, pardon, la population des jeunes de Harvard et une population qui n'a pas d'indigents, mais en de jeunes qui n'ont pas d'argent, du même quartier de la même ville, du quartier de Boston le plus défavorisé. Et ils ont fait l'étude itérative. Après, ils ont fini par faire entrer les femmes dedans parce qu'elles ont commencé à râler en disant vous avez pris que des hommes. Mais oui, c'est les 75 ans, alors c'est normal, les années 20. Bref. Et donc, en fait, ils ont fait rentrer les conjoints, etc. Et ils ont continué. Il y a eu 4 directeurs de recherche successifs sur cette étude, quand même. L'étude la plus chère de l'histoire des études scientifiques qui ont été faites. Et à la fin de l'étude, en fait, ils posaient une seule question aux gens, au moment où ils arrivaient à la fin de leur vie, c'était est-ce que vous êtes heureux? Et à quoi attribuez-vous votre bonheur? Et alors, ils n'avaient pas forcément plus de personnes qui sortaient d'Harvard qui étaient heureux que de personnes qui sortaient des quartiers de Boston. Le taux de bonheur était à peu près bien réparti dans les deux. Par contre, presque systématiquement, les gens mettaient en avant non pas l'argent, non pas les biens matériels, mais uniquement les relations humaines. Et ceux qui disaient qu'ils étaient heureux, c'était ceux qui avaient eu le plus de relations humaines et le plus de relations humaines enrichissantes. Et c'était incroyable de se dire que finalement, parler à une personne et à son prochain, c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça. On peut même le faire uniquement par écrit, via Internet, etc. Et c'est incroyable de voir que cette source de bonheur universel est parmi les moins utilisées, les moins exploitées à l'heure actuelle. Parce que les gens ne savent pas, tout simplement. Et parce que les gens, dans la tête des gens, ils ont l'héritage de qu'est-ce que le bonheur qui leur est légué par leur cadre familial, par leur cadre éducationnel, etc. Et la majorité des gens, vous allez leur poser la question et dire quel est ton bonheur? Et ils vont te répondre avoir beaucoup d'argent, une belle maison, avoir un super conjoint, etc. Peut-être avoir des enfants, etc. Mais ils vont rarement dire avoir des super relations avec mon boulanger ou m'entendre bien avec mon marchand de journaux ou avoir une bande de potes géniales avec lesquels on reste copains pendant 50 ans. Voilà. Ce qui est terrible parce que c'est ça la vraie source du bonheur. Et alors qu'il y a 50% d'introvertis qui ont du mal à accéder à cette source de bonheur-là. Oui, mais l'introversion, c'est exactement comme tout le reste des autres choses dans ce monde. Ça se travaille. Mmh. Ça se voit peut-être pas, mais j'étais une grande timide. Je faisais partie des gamins qui étaient harcelés à l'école et qui étaient tout seuls dans son coin tout le temps. À cause des cheveux déjà, parce que quand on est roux, dans une population où il n'y a que 16% de roux, ben, ça fait tâche. Et j'étais une énorme timide. Et quand j'avais 14 ans, j'ai compris un truc, je me souviens même, c'était dans la salle de bain que j'ai compris ça. Je me suis dit, ma timidité, elle m'handicape en fait. Chaque fois que j'ai pas osé parler à une personne, chaque fois que j'ai pas osé faire un truc, j'ai raté quelque chose.
Et à ce moment-là, je me suis fait une promesse. Je me suis dit, à partir de maintenant, s'il y a quelque chose qui me fait peur, s'il y a quelqu'un qui m'impressionne, j'irai lui parler. Et j'ai mis ça en pratique. Ça faisait que dans les amphis de 1000 places, quand j'étais à la fac, j'hésitais pas à lever la main pour parler aux profs. Ça fait que j'ai pu discuter avec des gens incroyablement. Mais ils me foutaient la trouille, ok, mais j'y vais. Je sais pas ce que je vais dire, mais j'y vais. Et je lève la main et je discute avec des gens incroyables. Et ça fait que finalement, on crée un réseau. Et puis surtout, même si le résultat de la discussion n'est pas satisfaisant, c'est-à-dire que j'ai piqué un phare, j'ai bégayé, la personne m'a pris de haut, m'a pas répondu, etc. Je m'en fous, c'est une réussite parce que je suis passée par-dessus ma propre peur. Parce que j'ai réussi cette victoire-là, et cette victoire-là, elle m'est mienne intégralement et totalement. Je suis passée par-dessus ma propre peur, j'avais peur de le faire, mais je l'ai fait quand même, et j'ai réussi et j'ai gagné. Et puis, petit à petit, à force de le faire, on a de moins en moins peur, parce que finalement, on a fait des trucs avant qui nous faisaient bien plus peur. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'on est de plus en plus à l'aise quand on échange avec les gens, surtout les gens qui nous impressionnent. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'on peut créer des échanges. Et puis, petit à petit, on se rend compte que ça crée des opportunités de dingue. Et je continue de réseauter, hein, mais vous pouvez me voir, je suis agoraphobe. Moi, en réseau, vous mettez une salle de 500 personnes, il n'y a pas pire pour moi que de vadrouiller dans une salle avec 500 personnes. Mais c'est pas grave, je le fais, je discute avec les gens. Et c'est extraordinaire les rencontres qu'on peut faire à ce moment-là. Une avant-dernière question, si tu étais un super pouvoir. Mon super pouvoir, sincèrement, c'est arriver à faire prendre conscience vraiment et incarner leur super pouvoir des autres personnes. Et c'est ce que je m'efforce de faire tous les jours. J'adore Et ça. voir à travers les murs, ça n'a pas d'intérêt, mais voir la vérité à travers le cœur de chaque personne, ça, ouais. Ah ouais. Et quand on est là-dessus, on arrive à les aider à résoudre des profonds chagrins ou des douleurs extraordinaires. Et on arrive à leur faire atteindre des réussites qui sont inimaginables pour eux. Et ça, ça n'a pas de prix, Donc ton sincèrement. super pouvoir, voir à travers les cœurs. Exactement. Et surtout, arriver à faire prendre conscience les À leur gens de donner leurs ta propres vision. valeurs. C'est-à-dire, exactement, pas simplement voir moi, mais que les gens eux-mêmes arrivent à voir, à comprendre et à incarner leur super pouvoir. Ouais, Hmm, ça serait ça. génial. La dernière, elle va peut-être te plaire, c'est si tu étais un jeu vidéo. Oh, il y en a tellement. Ah là là, j'adore les jeux de gestion et de construction. Il y en a un qui est très vieux, d'ailleurs, je suis même pas sûre qu'il soit encore disponible, s'appelait Empereur. Qui se passait dans la civilisation chinoise et où on arrive, il y a juste une carte et dedans on construit des bâtiments, on crée une administration, on crée un marché, il y a des gens qui viennent s'installer et puis on les nourrit, on crée des fermes, des trucs comme ça. Ces jeux de gestion, ça j'adore. Voilà. Est-ce que tu aimes Euh, bien gérer ta boîte? J'aime bien gérer ma boîte, effectivement. Après, c'est pas tout à fait pareil. En fait, c'est pas simplement gérer, c'est construire et faire que les problèmes soient résolus. Un entrepreneur, pour moi, c'est fondamentalement un problème solver. C'est-à-dire que vous allez dans n'importe quelle boîte, vous allez voir que c'est l'entrepreneur qui va se retrouver à de temps en temps gérer les poubelles parce que personne ne le fait, ou alors aller gérer les problèmes de clés ou de trucs comme ça, en fait. Parce que lui, il a la vision méta, il a la vision globale, en fait. Et qu'il va être à l'interface de toutes les problématiques et que les gens, de toute façon, qu'il va embaucher, ils vont être sur une seule partie de choses, en fait. Donc, il y a cette vision méta, cette vision globale qui moi, me parle complètement. Et j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, des gens qui avaient réussi à des très hauts niveaux. Et c'est très, très rare d'avoir des gens qui ont une vision globale des choses, une vision un peu méta, une vision vraiment dans laquelle ils vont avoir une vision globale de leur boîte, de leur marché, de leurs différents avatars, de leurs produits, mais aussi une vision globale de comment va le monde et comment il évolue en fait. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je me rends compte que je suis en train de répondre à votre question en me disant j'aimerais être Dieu. C'est affreux parce que c'est terriblement égotique. Ça va, t'as pas dit Mais que tu voulais être Marie Curie non plus. non, non, mais oh mon Dieu. Mais par rapport à ça, fondamentalement, j'ai une conviction profonde qui est qu'on a tous une dimension divine, qu'on l'a complètement oubliée
et que on est éduqué et formé par des gens qui l'ont oublié aussi. Ce qui fait que pour aller chercher cette dimension divine, on est obligé d'aller au-delà de ce que font le commun des mortels. Et je trouve qu'il y a rien de plus extraordinaire de se rendre compte que la majorité des gens, ils sont effrayés par leur propre lumière et qui sont pas capables de se dire: «OK, je me calme un peu, on va aller voir par curiosité», que cette peur devient plus grande que la curiosité qu'ils ont de vivre ce qu'ils pourraient vivre s'ils incarnaient leur plein potentiel. Ça, je trouve ça incroyable. Et ça veut pas dire, marcher sur la terre et puis être le dominant de tous les autres, bien au contraire. Je pense sincèrement qu'un dieu, c'est quelqu'un qui aime fondamentalement, mais plus que sa propre vie, son prochain, quoi. Voilà. Après, voilà, je suis peut-être utopiste, mais j'aime à croire qu'il y a une particule de lumière en chacun de nous et qu'il est de notre devoir de lui donner vie et de la matérialiser en ce monde. Et je pense sincèrement qu'on fait partie d'un tout divin, qu'on a choisi de venir sur la Terre parce que ce qu'on fait sur la Terre, ça nous permet de matérialiser ça. On est tous des bosons de Higgs. Voilà, on est tous des bosons de Higgs, on est tous la matérialisation de l'énergie en ce monde. La problématique, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Et la problématique, c'est qu'on ne sait pas comment le faire au mieux, en fait, pour que ça apporte le plus au monde. Et il y a des gens qui matérialisent dans des dimensions extrêmement négatives, c'est affreux, quoi. Ils font du mal à leur prochain. Et moi, j'arrive pas à comprendre euh, comment on peut privilégier l'argent au point de dire que ben, des gens qui meurent, c'est pas grave. Il y a des grosses industries qui fonctionnent comme ça. Il y a des industries dont les produits tuent les gens à long terme, ou à moyen terme, à court terme, à long terme. Il y a des industries qui, pour s'implanter, tuent les gens. Il y a des industries qui polluent. Il y a des industries qui prennent pas en compte la planète ou le bonheur ou le bien-être de leurs contemporains et des générations à venir. Et c'est quelque chose que je trouve totalement aberrant. Euh, Moi, j'ai qu'une envie, c'est prendre soin des gens à qui je peux apporter quelque chose. Et je ne comprends pas que la majorité de l'humanité soit simplement dans comment je prends soin de moi-même au mépris des autres. Voilà. C'est quelque chose qui m'est totalement étranger. Peut-être parce que pour s'occuper des autres et atteindre le haut de la pyramide de Maslow, il faut déjà assouvir le bas et que c'est pas le cas. Du coup, ils n'arrivent pas à être la meilleure version d'eux-mêmes. Tu peux assouvir le bas en travaillant. Tu peux même grandir un petit peu en apprenant. Et tu peux aller encore plus haut en t'éduquant. Et je pense que chaque étape demande de travailler, mais chaque étape demande de travailler différemment. Et puis, il y a aussi la légende des deux loups, en fait. Il y a le loup qui représente le bien, il y a le loup qui représente le mal, qui se battent en permanence dans notre esprit. Et on est trop enclin à nourrir le loup qui représente le mal, à voir le mal dans les autres. Et on projette sur les autres le mal qui est en nous, en fait. C'est-à-dire que si on voit une personne qui réussit beaucoup, on va dire il a volé son argent, alors que nous, on est prêt à voler nous-mêmes, tu vois. Ou si on voit une personne qui réussit, on va dire il a écrasé les autres parce qu'il les a dominés. C'est simplement parce que nous, on est dans ce monde-là. J'ai toujours été frappée de voir que les reproches qu'on me faisait en général, quand on gratte un peu et quand on fouille un peu, sont les reproches, sont les travers des personnes. Ils vont projeter sur vous leurs propres travers. Et Jung avait par rapport à ça aussi une vision qui est extraordinaire. Il disait simplement, ce sont les victimes d'hier qui sont les bourreaux de demain. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont souffert de ça. Ils ont souffert de ça dans leur cadre familial, ils ont souffert de ça dans leur vie précédente, et ils n'ont pas travaillé à le nettoyer et à le sublimer. Et c'est du boulot, sincèrement. C'est du boulot que de se rendre meilleur, et c'est du boulot que de faire le bien en ce monde. Mais il n'y a pas d'autre chemin, en fait. En tout cas, c'est le plus beau chemin qui soit. Et c'est celui qui rémunère le plus. C'est ça le pire, en fait, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais si vous voulez gagner énormément en ce monde, et je ne parle pas simplement gagner de l'argent, parce que ça en fait partie, mais pas simplement, c'est aussi gagner beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être, beaucoup de joie. Et voilà, tout ce que vous pouvez gagner en ce monde, vous allez le gagner parce que vous allez donner. Et parce que vous allez donner le meilleur de vous-même. Donnez le meilleur de vous-même, c'est les mots de la fin pour cette interview J'avais une d'Emmanuel petite Soulard. question bonus pour Emmanuel, si tu me Ce le n'était pas permets, à la fin de Mehdi. l'interview, du coup on a une question bonus. Vas-y, Christophe. Si tu étais un commentaire sous ce podcast, Waouh. Franchement, si je me mets dans la peau de l'écouteur lambda, si j'étais un commentaire sur ce podcast, je dirais OK, c'est quoi les étapes?
comment je fais? Voilà. Et à ce compte-là, moi, je serais ravie de donner des ressources là-dessus, voilà. C'est comment je fais, tout simplement. Et si vous avez voilà, mettez-vous en relation avec, Meryl, Christopher et moi pour qu'on vous apprenne comment faire parce que, voilà. Il y a des chemins pour le faire, il y a des chemins pour apprendre. C'est pas des chemins faciles, je le dis clairement, hein. Ça demande du boulot, ça secoue beaucoup, parce qu'on peut pas être dans la vérité si on n'accepte pas de casser le cadre qui nous a permis de vivre jusqu'à présent. Mais de casser le cadre, ça nous permet de prendre notre envol et de voler, jusqu'au plus haut, quoi. Donc voilà. Donc vous l'avez compris, formez-vous si vous voulez accélérer votre croissance et avoir la meilleure version de votre vie. Si vous avez apprécié cette interview, eh bien, laissez-le nous savoir en laissant bien sûr commentaires, 5 étoiles, et cetera. Et si vous avez apprécié, notamment eh bien, les propos, la présentation d'Emmanuel, vous pouvez la retrouver comme on l'a dit tout à l'heure sur LinkedIn. Vous allez sur écrire-un-livre-accrocheur.com, vous avez le lien dans la ressource. Mais voilà, Emmanuel Soulard sur LinkedIn ou même sur Amazon, vous la trouverez, sans souci. En tout C'est cas, ça, c'était un immense plaisir, moi aussi. d'échanger avec toi. Je précise une dernière chose, c'est que si vous vous intéressez à Emmanuel et à écrire un livre accrocheur, heu, la promesse, ça va être écrire votre roman, ça va être peut-être vous publier, et cetera. Ça, on l'a vu, c'est juste une partie du voyage du héros. Mmh. Le vrai voyage que vous allez faire, c'est voir qui vous êtes, trouver le diamant en vous et diffuser votre vraie valeur au monde. Donc c'est peut-être une transformation qui peut valoir le coup. Ah, c'est clair. C'est la seule qui vaille le coup, c'est clair. Moi, je voulais vous remercier vraiment sincèrement de m'avoir invitée. Je fais peu de podcasts et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de, voilà, de partager, d'être présent et puis d'aider le monde autant que possible. Si j'avais un mot de la fin à dire, c'est pas forcément un commentaire, mais c'est, un message que je veux adresser à chacune des personnes qui écoutent ça. Hem, Vous avez une valeur unique en vous. Même si vous en doutez, même si les circonstances ont fait que vous n'allez pas forcément réussir à l'incarner en ce monde, vous avez une valeur unique en vous et il y a pas de mauvais moment pour commencer à travailler dessus. Il y a pas de trop tard. Moi, j'ai commencé à travailler avec des gens qui avaient plus de 90 ans et ça s'est très bien passé, on a avancé ensemble. Donc prenez juste conscience de ça et surtout, prenez conscience du fait que vous avez de la valeur en vous et n'en doutez pas. Voilà. C'est la seule chose en fait. Il faut juste y croire. Croyez en vous. Voilà, c'est tout et tout le reste découlera de ça. Merci Emmanuel, à très vite tout le monde. Merci à vous. Ciao, ciao tout le monde.